Bonjour à chacun d'entre vous. Je tenais, en tant que maire d'Angoulême, à être parmi vous ce matin pour l'ouverture de ces débats. Vous imaginez bien qu'en tant que maire d'Angoulême et puis maire de la capitale internationale de la bande dessinée, il était tout naturel pour nous d'accueillir ces assises de la bande dessinée. Donc je suis heureux que ces assises puissent se tenir ici, bien sûr, à Angoulême. Et je pense que toute la ville en est extrêmement fière. Et je voulais vous faire passer ce message qui est important pour nous ici à Angoulême. Alors vous êtes ici dans un lieu emblématique de la culture à Angoulême qui bénéficie d'une programmation exceptionnelle tout au long de l'année, encore plus pendant le festival parce qu'on y a aussi ici les concerts de dessin qui depuis 10 ans sont aussi un des piliers de la programmation artistique du festival de la bande dessinée. Et je ne doute pas que cette atmosphère qui règne ici dans ce théâtre soit propice au débat. Et je vous souhaite juste, avant de vous quitter pour d'autres obligations, une excellente matinée de travail. Merci. Bonjour à tous, je vais être encore plus court que Monsieur le maire. Donc il était logique pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, en partenariat évidemment avec l'association, de vous dire que nous sommes évidemment enchantés d'accueillir, enchantés je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il nous paraissait essentiel en tout cas d'accueillir cette première assemblée des États généraux. Nous participons nous-mêmes de l'écosystème commun dans lequel nous nous trouvons. Je ne vais pas proclamer l'ouverture, je vais vous laisser le soin de le faire et je vous dis à plus tard et merci à tous d'être ici. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend, merci. Bonjour à toutes et tous, merci de vous être levés, merci d'avoir sacrifié votre matinée, vos nombreuses activités, merci aussi à ceux qui vont nous suivre en streaming ou plus tard, qui verront cette séance d'ouverture des États généraux de la bande dessinée. Tout est parti, il faut bien le dire, au printemps dernier, du rap et de la réforme annoncée du régime complémentaire de retraite. Peut-être était-ce une réforme nécessaire, mais en tout cas, elle nous est arrivée en plein dans la figure, comme une surprise, sans concertation. Elle nous a tous déconcertés. Et en quelques semaines, on a vu, à travers l'action du Snack BD et des réseaux sociaux, on a vu que les auteurs de bande dessinée, souvent considérés comme isolés, indépendants, s'étaient mobilisés. Et s'étaient mobilisés de manière très vive face à quelque chose qu'ils ressentaient comme une atteinte à leur profession. Une retraite complémentaire qui jusque-là était volontaire et
à montant réduit, passait brusquement à 8% des revenus, c'est-à-dire un mois de revenus, pour des auteurs qui avaient vu au fil des dernières années leur source principale de revenus diminuer déjà considérablement. Tout est ensuite parti des auteurs, oui, du mouvement des auteurs, avec le sentiment qu'il fallait sauver ce métier, cette profession, ce monde de la bande dessinée, dont ils étaient un maillon essentiel, dont ils étaient même le premier maillon, et sans qui rien ne pourrait se passer. Alors bien sûr, cette mobilisation autour du rap et de l'IRSEC n'était sans doute qu'un symptôme. La réforme qui avait été annoncée pour début 2016, et que M. Buxin et Mme Alves, dont je salue la présence courageuse parmi nous aujourd'hui, aux côtés de nombreux autres intervenants, bien sûr, cette question de la retraite complémentaire n'était qu'un des éléments d'une crise beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte. J'ai eu durant cette période, avec Valérie Mangin et Denis Bajram, qui ont accompli un travail extraordinaire depuis plusieurs mois, et je tiens à les en remercier déjà, j'ai eu à cette époque de très nombreuses conversations sur les évolutions de ce métier, ses transformations, avec l'idée que peut-être cette crise, ce moment de mobilisation, était l'occasion d'aller bien au-delà, de réfléchir beaucoup plus, de ne pas se tromper de combat, de ne pas forcément s'imaginer que les éditeurs étaient les ennemis des auteurs. Ils sont leurs partenaires, des partenaires avec lesquels la négociation est parfois compliquée, mais des partenaires sans lesquels rien ne se passerait. Et puis, par-delà les éditeurs, il y a les libraires, il y a les festivals, il y a les écoles, il y a tous ces éléments qui font le monde de la bande dessinée et qui méritaient peut-être une réflexion approfondie. Nous avons donc eu l'idée, je crois l'avoir lancée un peu imprudemment, comme ça, dans une conversation téléphonique, l'idée d'états généraux de la bande dessinée, et puis la balle a été prise au bond par Valérie, par Denis, par d'autres auteurs qui nous ont rejoints très vite, et malheureusement, l'idée étant lancée, il fallait la développer, il fallait y aller. C'est aujourd'hui une première concrétisation. L'idée était de rassembler dans ces états généraux le plus possible d'acteurs du monde de la bande dessinée, de ne pas en faire ni une affaire d'auteur, ni une affaire d'éditeur, ni une affaire de libraire, discutant chacun dans leur coin et pensant que les difficultés venaient bien sûr de l'autre, des autres. L'idée était aussi de faire un état des lieux, un vrai état des lieux, par-delà les chiffres qui circulent souvent et qui sont des chiffres officiels, plus souvent ceux des tirages que ceux des ventes, hélas, ou de ventes quelque peu gonflées pour des raisons publicitaires, et c'est tout à fait normal de le faire. Aller vers de vrais chiffres, un vrai état des lieux, bien au-delà des rumeurs, quitte à être surpris les uns ou les autres, car après tout, nous ne savons pas exactement quels enseignements nous tirerons de ces données une fois qu'on les aura. Essayez surtout, à travers ces états généraux, de comprendre ensemble les mutations très profondes de ce métier depuis, disons, 20 ans. 20 ans, c'est un anniversaire simple, c'est aussi une période assez clé pour un certain nombre de changements majeurs. Pendant ces 20 ans, on a vu s'accentuer le passage de la bande dessinée du monde de la presse à celui du livre. Les journaux, qui assuraient une grande partie de l'économie de la bande dessinée, de ses auteurs, de ses éditeurs, ont presque tous disparu, même si Spirou, Fluide Glacial, quelques autres existent encore et portent haut les couleurs de la bande dessinée. Mais malgré tout, profondément, la mutation de la bande dessinée s'est faite d'un passage du monde de la presse au monde du livre. Un monde du livre qui a grossi démesurément en très peu d'années. 700 albums environ en 1994, 5000 en 2014. Certes, le chiffre d'affaires global de la bande dessinée s'est maintenu, mais cela s'est fait au prix d'une diminution très conséquente des tirages et surtout des ventes moyennes de chacun des albums. Car pendant que le nombre de titres augmentait, le public ne s'est pas élargi dans les mêmes proportions. Nous avons eu quelques moments d'élan, quelques moments de reconnaissance, la reconnaissance du roman graphique, l'arrivée et le développement du manga. Mais tout cela, finalement, n'a fait que maintenir la bande dessinée dans sa situation économique. Avec comme résultat des auteurs précarisés, des éditeurs fragilisés, des libraires débordés et des lecteurs désorientés. Oh, bien sûr, tout ne va pas mal. La bande dessinée est créative, elle est multiple. Chaque année, il y a plus de bons albums que nous ne pouvons tous en lire. Mais économiquement, ce secteur est loin d'avoir la bonne santé
que les médias lui attribuent régulièrement. Oui, la bande dessinée se porte bien artistiquement. Non, la bande dessinée ne se porte pas si bien que cela sur le terrain économique. On est passé, plusieurs éditeurs l'ont noté, d'une économie de fond, où les titres anciens avaient une très grande place, à un marché de nouveautés, où un livre chasse l'autre à toute vitesse, et où les auteurs, même pour leur série, ne profitent plus vraiment du travail accumulé, ni les éditeurs, de l'effort qu'ils ont fait pour construire ces séries. Il y a eu dans la même période des mutations techniques profondes et fondamentales. Le numérique a modifié la façon de faire les livres. Les fabriquer est devenu plus facile. Les petits tirages, même en couleur, sont devenus la règle. Mais en même temps, le rapport auteur-éditeur sur ces questions a bougé du tout au tout. Alors qu'autrefois, une planche était photogravée, on donnait des films, qu'il fallait faire ensuite une mise en couleur sur des supports réalisés par l'éditeur, de plus en plus, les auteurs eux-mêmes ont assumé beaucoup de ces tâches techniques, allant quelquefois jusqu'à livrer des fichiers PDF quasi complets. La promotion elle-même a été bouleversée par le numérique, à travers les blogs, qui ont vu apparaître de nouveaux talents, mais aussi à travers les réseaux sociaux qui ont permis à beaucoup d'auteurs d'assurer une bonne partie de leur propre promotion. Tout cela a bougé sans que les règles du jeu aient été profondément modifiées. À côté de cela, il y a bien sûr ce qu'on appelle la BD numérique, l'existence de bandes dessinées reprises homothétiquement sur des tablettes, mais aussi des formes un peu plus inventives. Mais tout cela, si ça a pu générer de la création, n'a pas pour l'instant généré une nouvelle économie, de nouvelles ressources, ni pour les auteurs, ni même pour les éditeurs. Et le numérique est à l'heure qu'il est, dans la bande dessinée, une source d'inquiétude, beaucoup plus qu'un renouvellement du métier. Il n'a pas remplacé la presse, malgré les espoirs qu'on avait pu nourrir à cet égard. Alors, on nous dit quelquefois, dans cette période de mutation, il va falloir s'adapter. Oui, il faut s'adapter, nous n'avons pas arrêté de le faire. Nous tous, libraires, éditeurs, auteurs, festivals, on s'est tous adaptés. Mais dans ces adaptations, je pense que les auteurs ont payé quelquefois un prix un peu lourd, et nous aimerions qu'il ne soit pas, dans cette économie fragile de la bande dessinée, une simple variable d'ajustement. Car le métier d'auteur est quelque chose de fondamental et de très différent de la création littéraire. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la bande dessinée, c'est aussi une assiduité. C'est aussi un artisanat à côté d'une pratique artistique. Si l'auteur a un autre métier, comme beaucoup d'auteurs littéraires peuvent l'avoir, eh bien peu à peu, le rythme de ces séries se ralentit, la série ne s'impose pas et le public ne suit plus. Ce qui fragilise l'auteur peut donc fragiliser toute la chaîne du livre derrière lui. Il y a beaucoup d'années, il y a 40 ou 50 ans, quand on interrogeait des gens comme Franquin ou Hergé, ils rapportaient cette anecdote amusante. Après avoir expliqué tout leur travail, toute leur façon de faire, quelqu'un leur demandait « Et à part ça, quel est votre métier ?» Et quand on lisait ces anecdotes dans les livres de Numa Sadoul ou d'autres, on riait beaucoup. Ça nous semblait tellement naturel que ce métier les occupe à plein temps, on le savait bien. Aujourd'hui, quand on demande à un auteur « Et à part ça, quel est votre métier ?» la question peut se poser très cruellement et très fortement. Pensons à tous ces grands auteurs que nous admirons, pensons à Taniguchi fêté aujourd'hui, toutes ces années d'artisanat, toute cette œuvre construite pas à pas, patiemment, comment l'aurait-il faite s'il avait dû accomplir à côté un autre métier? Alors les états généraux de la bande dessinée, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long, je le suis déjà, les états généraux de la bande dessinée vont susciter des études, elles vous seront expliquées, et des cahiers de doléances, mais qui ne seront pas simplement ceux des auteurs, qui peuvent être ceux de tous, chaque groupe de personnes représentant quelque chose dans le monde de la bande dessinée, coloristes, petits éditeurs, grands éditeurs, libraires spécialisés, libraires non spécialisés, festivals, instituts de retraite. Tout le monde pourra établir son propre cahier de doléances suivant des modalités qui seront évoquées. Mais par-delà les études, par-delà les cahiers de doléances, ces états généraux ne voudraient pas être simplement un constat. Ils voudraient aussi solidariser la profession autour de données fiables, car nous avons ensemble des combats à mener contre, quelquefois, des adversaires communs, et des combats à mener aussi pour améliorer autant que faire se pourra, et je ne crois pas au miracle, et Denis Bajram non plus, et aucun de ceux qui sont ici ne croit au miracle, mais améliorer sur certains points le fonctionnement de la bande dessinée. Auteurs, éditeurs,
libraires, etc., nous partageons tous une certaine idée du livre, une certaine tradition du livre. De grands opérateurs aujourd'hui, des sociétés d'outre-Atlantique, qu'il n'est pas la peine de nommer, entendent éventuellement nous doubler tous, établir d'autres fonctionnements, des flux de contenu rapides, des contacts soi-disant directs, qui n'arriveraient qu'à détruire la chaîne de valeur qui a fait le livre. Face à ces enjeux-là, nous sommes tous rassemblés. Il y a d'autres menaces. Vous le savez, à Bruxelles, en ce moment, l'Union européenne porte des coups réguliers au principe même du droit d'auteur. Un rapport a été commandé à une députée du Parti pirate, c'est tout un symbole. Comme si le droit d'auteur était une entrave à la création, à la circulation des idées, à la circulation des contenus. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Et dans l'alliance des partisans d'un gratuit illusoire avec les plus grandes sociétés dégageant les bénéfices les plus considérables, nous comprenons très bien ce qui est en train de se jouer. Quand on dit que le droit d'auteur n'est pas adapté au monde numérique, il n'est simplement pas adapté au monde du profit à n'importe quel prix. Par rapport à cela, par rapport à des menaces qui pourraient peser demain sur la loi Langue, la loi qui a garanti la présence des librairies en France et donc la présence de la diversité éditoriale, nous pouvons tous mener le même combat et nous retrouver solidaires. Alors oui, il s'agit de chercher ensemble, après les constats qui mettront un certain temps, des solutions et des améliorations, petites ou grandes. Sortir de la crise de la retraite complémentaire en essayant d'élaborer des solutions graduelles, découvrir ou inventer, après tout nous sommes tous des créateurs à notre façon, inventer de nouvelles ressources, de nouvelles solutions, avec des pistes comme cette vieille et belle idée de Victor Hugo sur le domaine public payant qui mériterait d'être réactualisée et repensée, les auteurs d'hier tendant la main aux auteurs d'aujourd'hui pour financer justement des choses comme leur retraite ou leur protection sociale, peut-être une taxe sur le livre d'occasion, peut-être des taxes à étudier sur les flux, je ne sais pas. Ça doit rester tout à fait dans l'ordre de la discussion, dans l'ordre du possible, mais avec l'idée que des solutions doivent être trouvées et qu'il y a devant nous des possibles, car nous aimons tous ce métier, nous croyons tous à cet art, né vers 1830 avec Töpffer, et qui 185 ans après se porte bien et peut certainement artistiquement nous donner encore de merveilleuses surprises. Merci de votre patience, je déclare ouvert les états généraux de la bande dessinée. Alors, on va avoir des gags de micro. Ah, c'est bon, pardon. Alors, rapidement, on va vous présenter le programme de la journée, enfin de la matinée. Ce serait bien qu'on ait une journée, en fait. Je vais vous présenter très rapidement le projet de manière structurelle. On va vous présenter l'association qui organise, puis les partenaires qui sont tous sur scène et qui vont venir vous parler. Enfin, on va vous parler précisément de l'état des lieux, vous décomposer le conseil scientifique qui va avec, ce travail scientifique, puis des cahiers de doléances. Et enfin, il y aura un discours de clôture par le ministère de la Culture. Il y aura 2 débats, j'espère qu'on aura le temps, on va essayer de rattraper notre retard et de faire tout cela. Alors, pour commencer, le projet des États généraux, pratiquement parlant, c'est un projet en plusieurs temps. Le premier temps, comme on l'a dit, c'est l'état des lieux, donc faire vraiment une recherche scientifique complète, un état des lieux scientifiques de la bande dessinée. On fera en parallèle les cahiers de doléances qui sont bien l'état des lieux, mais vu du côté du peuple, disons-le, de tout le monde, du côté de la voix de ceux qui voudront s'exprimer. Et le second temps sera le temps des propositions. Il s'avère qu'un état des lieux scientifiques, ça prend du temps. Il va falloir continuer à réunir les équipes, on travaille sur ça. Donc tout ça, c'est un programme, quand on dit ouvrir les états généraux, on est en train de parler d'ouvrir une année et demie de travail. Espérons qu'on aura fini dans 1 an et demi. C'est une longue durée, on va avoir le temps de réfléchir, on va avoir le temps d'avoir des résultats, on vous expliquera un petit peu comment cette année et demie sera animée plus tard. Mais voilà, on est en train d'ouvrir une longue séance de travail ensemble, on espère vraiment que vous nous suivrez pendant tout ce temps-là, de plus en plus nombreux. Alors l'association, pourquoi on a fait une association? C'est tout bête, c'est que les états généraux, on aurait pu faire ça entre nous, autour d'un verre, mais il y a un moment où demander à des gens de se réunir, ça s'appelle s'associer. Une association simple qu'on a déposée, dont le bureau actuellement est les 3 fondateurs. On espère vite laisser notre place à des gens qui ont plus de temps que nous. On a demandé tout de suite à des auteurs de nous accompagner, parce que ça partait des auteurs. Donc on a des parrains, on en a 3 sur scène.
Je propose qu'il se lève pour faire bonjour à la salle. Il y a Emmanuel Lepage, célèbre héros de la bande dessinée. Il y a Arthur Depin, et pas Depins, comme on entend souvent, autre célèbre héros. Et alors, moi, j'aurais dû commencer par les femmes, mais je finis par notre amie parce qu'elle est coloriste et c'est quelque chose de très important que Isabelle Rabarot soit avec nous, car ce sont les fameux métiers dont on voudrait aussi parler, tous ces métiers un peu ignorés au profit des stars, parfois de la bande dessinée. Et donc Isabelle, on est enchanté de t'avoir parmi nos parrains. Je vais me tourner vers vous maintenant que j'ai fini avec mes invités. Excusez-moi, je cherche mon programme. Je me rattrape comme ça. Ah oui, on va passer directement aux partenaires. Donc, les partenaires. Pourquoi des partenaires ? Parce que on voulait réunir tout le monde. Déjà autour de la table pour qu'à la fin, au moment où on va dans le moment des propositions, tout le monde ait fait le travail avec nous et soit prêt à les entendre. Mais surtout parce qu'on a besoin de montrer à tout le monde que ce n'est pas le projet des auteurs, même si c'est une idée des auteurs au départ, que c'est bien quelque chose qui concerne toute la bande dessinée, dans toute son étendue. Donc on va appeler les partenaires à venir vous expliquer pourquoi ils nous ont rejoints, qui ils sont éventuellement, si ce serait bien, et ce qu'ils attendent de ces états généraux à titre personnel. On va commencer par le syndicat national de l'édition, qui est représenté par Guy Delcourt. Je t'invite à la scène, voilà, au pupitre, pardon. Bien, le BDEF est donc là. Donc je parle effectivement, non pas au nom de mon groupe éditorial, mais au nom, quoique aussi un peu, mais au nom du syndicat national d'édition, du groupe BD, pardon, du syndicat national de l'édition. La brièveté étant de mise, je voudrais souligner le fait que ce groupe BD rassemble beaucoup d'éditeurs de tailles diverses, bien sûr des grands groupes, mais de plus petits éditeurs, c'est très important. Je vais les citer, il y a le groupe Flammarion-Gallimard, avec notamment Castraman et Futuropolis, le groupe Média Participation, avec Dargaud, Lombard, Cana, Dupuis, Lucky Comics, le groupe Glénat, Hachette Livre, avec notamment les éditions Albert René, Panini, Pika, Kazé, Sarbacane, Kurokawa, filiale d'Univers Poche, Rue de Sèvres, filiale de l'école de loisirs, et Jungle. Voilà, donc un vaste aréopage d'éditeurs qui œuvrent sur des sujets d'intérêt commun sur l'édition en général et la BD en particulier. Nous avons à ce titre mené des combats utiles, par exemple pour le statut fiscal des dessinateurs qui était menacé. Nous avons participé à des discussions importantes sur la mise au point du nouveau contrat d'édition. Et aujourd'hui, nous sommes très mobilisés sur les réflexions et actions, notamment sur la retraite complémentaire, ici évoquée, et sur son financement. Nous sommes notamment actifs sur la question qui a été évoquée précédemment de la taxe sur les œuvres du domaine public et également, et peut-être surtout, sur la perspective d'une rémunération sur les livres d'occasion. C'est un grand sujet. Nous sommes également tout à fait nous sommes tout à fait actifs sur ce qui a été évoqué là très récemment, c'est-à-dire la mise en cause de certains points du droit d'auteur au niveau européen. Alors cette participation ici présente s'inscrit dans l'idée de clarifier la situation évidemment du monde de la bande dessinée. Je pense que tout le monde appelle de ses voeux cette clarification, afin notamment d'évacuer ou de chasser un certain nombre de malentendus qui semblent aujourd'hui plus que jamais tendre les relations entre éditeurs et auteurs. C'est aussi d'avoir une démarche dynamique pour faire progresser notre domaine éditorial. Et on a pu constater à travers les interventions précédentes qu'il y a bien des points sur lesquels nous devons progresser. Voilà. Merci bien. Alors, nous allons accueillir le président du syndicat des éditeurs alternatifs, fraîchement créé, comme quoi les grands esprits se rencontrent, Jean-Louis Gueutet. Bonjour, je vais essayer d'être aussi bref que la nuit que je viens de passer. Alors, le syndicat des éditeurs alternatifs a été récemment créé, d'ailleurs j'en annonce ici officiellement la création. Et comme son nom l'indique, il regroupe des éditeurs
de bande dessinée qui se pose en alternative à mon camarade du groupe bande dessinée du SNE, qu'on appellera entre nous le BDF. Le SEA, pourquoi il n'a pas essayé d'intégrer le SNE? Parce qu'à l'usage, il est apparu que les éditeurs qui constituent le SEA ont des divergences de pratiques, de points de vue, voire même de philosophie, avec des éditeurs dont la vocation est par nature plus industrielle. C'est pour ça que nous sommes réunis. Le SEA croit, enfin depuis des années, les membres du SEA défendent l'idée que la bande dessinée est un écosystème dont les équilibres sont extrêmement fragiles et que la survie de tous, le bien-être de tous, s'organise aussi sur le maintien de ces équilibres. Aujourd'hui, de notre point de vue, ces équilibres sont menacés. Je pense que la situation que connaissent actuellement les auteurs découle en grande partie de ces déséquilibres. Et je pense qu'on aurait intérêt, c'est d'ailleurs la parole qu'on essaiera de porter au sein des États généraux, on aurait intérêt à les rétablir et à les questionner. Cette notion d'équilibre, elle se retrouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliodiversité. C'est-à-dire cette chaîne d'équilibre qui va de l'auteur jusqu'au libraire et évidemment le lecteur. J'espère qu'on n'en a pas invité dans les EGBD par contre, hein, des lecteurs. Le SEA ne croit pas, contrairement à une récente ministre de la Culture, que l'édition c'est avant tout les éditeurs. L'édition c'est avant tout les auteurs. Je pense que c'est une simple question de bon sens et l'observation peut le confirmer. Le SEA ne croit pas non plus que ce soit la même chose d'acheter un livre sur Amazon, chez Cultura, ou chez un libraire indépendant. Sur Amazon, je pense qu'il serait assez bon d'interroger les accords commerciaux qui ont été consentis de façon discrétionnaire par les éditeurs ou par les diffuseurs avec cette plateforme qui a une vocation, qui a des ambitions purement hégémoniques. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites vis-à-vis d'eux. Le SEA, évidemment, comme l'a déjà évoqué Benoît, regarde avec effarement la prolifération des livres en librairie. Lorsque j'étais libraire il y a un peu plus de 20 ans, il y en avait 500. Je peinais à tous les lire pour pouvoir en rendre compte à mes clients. Aujourd'hui, on a largement dépassé les 5000. Cette prolifération, pour moi, n'est pas le signe d'une bonne santé, à moins de considérer que le cancer, c'est la santé. Et je pense que là encore, il faudrait s'interroger sur simplement ce qu'on a structurellement développé, qui conduit aussi à une illusion. Cette illusion que la profusion, l'abondance irait de pair avec la diversité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les éditeurs du SEA ont déjà contribué par le passé à faire changer les choses, en particulier au niveau des formats. Nous avons proposé des livres qui s'opposaient en fait à la norme de l'album cartonné couleur. Et peut-être qu'on a d'ailleurs créé une nouvelle norme, mais en tout cas, ça a été suivi, imité, et c'est très bien comme ça, par les éditeurs industriels. Est-ce que ça signifie que les éditeurs du SEA n'ont plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à promettre? Je ne le crois pas. On va simplement se déplacer du plan technique sur un plan qui nous occupe beaucoup dans nos pratiques. C'est un plan moral. Pour l'illustrer, donc nous travaillons sur beaucoup de dossiers, mais pour l'illustrer par un exemple assez concret, le SEA est favorable à ce que les contrats d'auteur n'engagent plus l'auteur à l'éditeur pour la durée de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire en fait des contrats qui lient l'auteur à l'éditeur pour sa vie entière et celle des 2 générations suivantes. Donc le SEA est en train de travailler à un modèle de contrat unique qui sera appliqué par tous nos membres, qui tiendra sur une feuille A4 recto verso.
Parce qu'en fait, un bon contrat n'a pas besoin d'être très long ni très compliqué. Évidemment, ce sera rendu public et nous vous ferons part soit au sein des États généraux, soit par notre site de nos actions. Merci. Alors, un de nos partenaires de plus est le syndicat de la librairie française. Il s'avère que, hélas, ils n'ont plus envoyé personne. Donc, nous gagnons 3 minutes sur le planning, mais hélas, nous perdons un discours intéressant. Les libraires sont de tout cœur avec nous, parce qu'évidemment, ils ont bien compris que c'était des questions qui leur correspondaient. Ensuite, nous recevons le festival de la bande dessinée d'Angoulême qui nous a reçus. Donc, c'est un échange de recevoir pour expliquer pourquoi il nous a si bien reçus et pourquoi il va participer aux travaux avec nous. Rebonjour. Je vais donc essayer de regagner du temps un peu et je vais essayer d'aller très vite. Je vais reprendre aussi 2 mots qui me paraissent clés aujourd'hui que Jean-Louis Gauthier a exprimé, c'est la notion d'équilibre et d'écosystème. Ça n'est pas un hasard si le festival est, je le dis sauf forfanterie, ça n'est pas moi qui l'ai créé, le premier festival, le premier événement de bande dessinée, je crois, objectivement en Europe. C'est bien parce qu'il y a ici, en France, ici même, une création foisonnante en termes de bande dessinée et aussi un marché qui est le premier en Europe. Donc nous sommes totalement tributaires de ce qui se passe sur ce marché et nous n'avons pas l'impression d'être des génies et d'avoir réussi par nous-mêmes à sortir cet événement. Bien que, je tiens à le dire justement ici, je pense que nous avons nous aussi un métier. Et par moments, là aussi, j'ai entendu parler de malentendus. Je pense qu'il y a parfois des malentendus et qu'on pense que, en fait, nous ne faisons que montrer des choses et il se trouve que nous travaillons 12 mois par an pour générer cet événement. Ensuite, quand on parlait d'équilibre, moi aussi j'ai envie vous voyez, c'est ce que je disais, l'écosystème. Dehors, il y a, ça tombe bien, voilà, il y a les coulisses, il y a la scène. Je pense que la scène est très belle pour ce qui concerne le festival, mais là aussi, les équilibres sont très très fragiles. Et nous sommes au centre, justement, nous essayons d'assembler en fait des demandes qui nous viennent de toutes parts et qui sont pour la plupart totalement légitimes, c'est-à-dire que le festival, il essaye d'assembler l'engagement des pouvoirs publics, sans lequel il n'existerait pas, mais les pouvoirs publics, ça n'est pas une chose unie, c'est l'État, ce sont des collectivités qui ont des problématiques territoriales, c'est une chambre de commerce, voilà, je vais en oublier et on pourrait me le reprocher, ça m'arrive parfois, et c'est aussi, bien sûr, des partenaires privés, voilà, on en rigole souvent parce qu'on les a sur scène, on les cite, et puis on dit « Ah bah oui, Cultura, tatata ». Ben voilà, mais sans eux, là aussi, le festival ne serait pas ce qu'il serait. Et je dirais même qu'il s'écroulerait aujourd'hui. En tout cas, il reviendrait à une dimension qui n'est pas du tout celle que vous connaissez. Ce sont bien sûr, pardon de le faire dans le désordre, ce sont les auteurs. Je ne nie pas que, au contraire, je l'affirme. Je pense que les auteurs sont à l'origine de tout. C'est évident, ce festival, et encore une fois, c'est le choix qu'il a fait dès l'origine, je n'y suis pour rien. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas finalement parce qu'il a des infrastructures extraordinaires et que nous sommes dans cette ville. C'est bien parce que dès l'origine, une poignée de passionnés, je veux dire de fous furieux, a pensé que ces gens qui faisaient des petits Mickey, ils faisaient plus que ça. Voilà. Et je pourrais continuer la liste comme ça, de ces équilibres. Évidemment, les éditeurs, voilà, et les éditeurs, ça n'est pas une chose unique, vous le savez tous. Ils sont d'ailleurs représentés différemment aujourd'hui. Donc nous essayons aussi d'assembler les volontés, les souhaits de tout le monde. Ce qui veut dire, parfois je le dis au sein de l'équipe sous forme de boutade, et je peux le dire devant vous, je crois, que quand on se fait engueuler par tout le monde, c'est qu'on est bien positionné, on est au milieu. Donc c'est tout ça qu'on essaie de fédérer. Et nos équilibres sont aussi complexes. Chaque année, on passe rasibus, comme on dit. Voilà, et en même temps, ce que je voudrais vous dire, vraiment très 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 sincèrement, c'est que cette chose est un bien commun, ce festival est un bien commun, et que si fin janvier, dans les rues d'Angoulême, seule la pluie tombait et le vent soufflait, parfois il peut y avoir du soleil aussi, je pense que nous comprendrions tous à quel point cet événement est important. Voilà, je ne suis pas le festival, voilà, mais je crois qu'il y a là une équipe, un savoir-faire. Il y a des gens qui, depuis 20 ans, 25 ans, dans cette équipe de 9e Art Plus, en partenariat avec l'association, organisent ce festival. Il y a ici un savoir-faire assez unique.
Et ayons conscience aussi qu'il est fragile. Et encore une fois, il est là pour vous servir tous. Et nous avions aussi sur scène un représentant de l'association qui était là pour représenter l'association du festival. On va passer maintenant au SNAC, le syndicat national des auteurs-compositeurs, groupe BD, représenté par Ronan Le Breton qui est au comité de pilotage. Bonjour. Donc le groupement BD est ouvert à tous, dessinateurs, scénaristes, mais bien entendu coloristes, parce qu'on les oublie souvent en effet. C'est la partie l'ombre du travail magnifique de la bande dessinée. Ce groupement fait partie donc du SNAC. Le SNAC, c'est le syndicat national des auteurs-compositeurs qui lui-même s'adresse à tous les auteurs, quel que soit leur secteur. Donc, le livre, la musique, la radio, la télé, le cinéma, le théâtre, etc. Le SNAC BD donc, a pour mission de représenter lui spécifiquement les auteurs BD, les assister dans leur démarche, défendre leurs intérêts quand ils sont bafoués ou menacés, leur donner une visibilité, une parole dans les médias, les institutions publiques. Alors que le dialogue sur le projet de notre réforme complémentaire RAP, dont on a déjà parlé, est au point mort, l'ouverture de ces états généraux de la bande dessinée arrive, selon nous, à point nommé. Les EGBD, totalement indépendants du SNAC, mais avec son soutien indéfectible, pourraient bien être l'inestimable outil que nous attendions. En scrutant les données du secteur, en convoquant tous les acteurs concernés, en débattant tous ensemble, de ce passionnant métier qui est le nôtre, la bande dessinée, nous pouvons nous doter d'éléments de connaissances et de propositions qui nous font aujourd'hui encore tant défaut. Notre métier, il est vrai, connaît aujourd'hui donc une créativité artistique sans commune mesure et en même temps une crise sociale et économique sans précédent. Dans cette situation paradoxale, des auteurs, et non des moindres, ont déjà jeté l'éponge. Or, sans auteur, pas d'éditeur, pas de libraire, pas de livre, pas de salon non plus. L'ampleur du mouvement social des auteurs, la situation économique, l'émergence du marché numérique, la recherche d'un partage de la valeur plus équitable, la défense du droit d'auteur au niveau européen, autant de sujets qui seront au cœur de ces états généraux de la bande dessinée, au même titre, bien entendu, que la liberté d'expression, condition indispensable à toute création, la liberté d'expression, au nom de laquelle 5 dessinateurs et 7 autres victimes ont été lâchement et froidement assassinés dans une salle de rédaction. En attendant la conclusion des travaux des EGBD, dans 2 ans ou 3 ans, effectivement, ça prendra un certain temps. 20 ans. N'oublions pas que la mobilisation est le meilleur moyen pour se faire entendre. C'est pour cela que le SNAC BD vous invite, vous les auteurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes, mais également tous les amoureux de la bande dessinée, à nous rejoindre pour la marche de la création qui partira samedi le 31 janvier, donc demain, à 14h30 du Champ de Mars. Merci. Nous allons accueillir l'ADA-BD, association des auteurs de bande dessinée, association historique qui existe depuis, on va nous le dire parce que je n'ai pas la date. Donc voilà, je représente l'association des auteurs de bande dessinée qui est née en 99, si je me souviens bien. Moi, j'ai rejoint en 2000. Tu étais là aussi. J'ai quelques camarades qui sont en face. Je ne vous vois plus, j'ai les spots dans les yeux. Voilà. L'association des auteurs de bande dessinée, de laquelle est issu aussi le SNAC, parce qu'on a eu un certain nombre de vos fondateurs et tout, qui ont été aussi administrateurs de notre association. Alors, notre association, elle a vocation à regrouper les auteurs également, défendre leurs intérêts, mais avant tout en constituant un réseau d'échange d'informations entre les auteurs professionnels d'abord, entre eux, sur des forums privés, en participant aux états généraux, à des colloques qu'on a organisés également. On avait sorti un premier petit état des lieux, mais très très succinct il y a quelques années, tu étais là. Et également en communiquant auprès des futurs auteurs, des étudiants, du grand public, sur les conditions d'exercice de notre métier, auprès des médias aussi. Une autre de nos vocations est de participer pleinement, autant qu'on le peut, suivant nos moyens humains qu'on peut mettre à disposition, à des initiatives comme la vôtre. Donc, nous sommes très sensibles à l'invitation que vous nous avez adressée et on vous aidera autant qu'on peut.
dans la mesure... Moi, je ne suis pas là pour vendre notre sauce, hein. On vient pour participer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on voulait faire entendre aussi la voix de l'ensemble des auteurs, les grands, les petits, ceux qui souffrent beaucoup, parce que nous, on connaît beaucoup. Je les fréquente, moi, via la DABD, mais aussi dans une permanence que je tiens à la Maison des auteurs ici. Je connais très bien les problèmes sociaux auxquels ils peuvent se heurter. Alors, il y a la question du rap, mais il y a aussi la question du statut social de manière très, très générale. Et la première question, c'est les conditions pour avoir accès à une assurance maladie, tout simplement, hein. Je connais plein d'auteurs et j'aimerais bien qu'on arrive à avoir des statistiques fiables sur cette question-là, qui n'arrivent pas à décrocher juste une assurance maladie en tant qu'auteur professionnel. Or, ils sont professionnels. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Benoît, c'est un vrai métier qui demande beaucoup de temps et qui a de vraies spécificités, de vraies différences par rapport au métier des auteurs de littérature générale et aussi de littérature un peu professionnelle, académique, scientifique, etc. Nous avons nos auteurs, qui ont souvent du mal à exercer plusieurs autres métiers. C'est difficile de cumuler des métiers. On en connaît qui doivent jongler avec l'animation, avec le jeu vidéo, avec d'autres métiers parfois salariés dans d'autres secteurs, mais c'est très compliqué. Faire une bande dessinée, c'est 1 an de travail. Minimum, parfois 2, parfois 3. C'est beaucoup d'investissement. Et un gros plein temps, oui, ça ne se fait pas à mi-temps, à temps partiel, ça n'est pas possible. Voilà. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant toutes ces spécificités de la création et de participer à toutes les études que vous souhaitez mettre en place, parce qu'elles nous intéressent. Et sur l'ensemble de l'écosystème, hein, toutes les questions nous intéressent. Je suis très content d'entendre que vous voulez mettre au point un modèle de contrat simplifié, durée limitée, pas prendre tous les droits, ça nous intéresse. Pour autant, on n'écarte pas les contrats plus larges. Dans certains cas, ça a un sens. Mais dans beaucoup de cas, ça n'en a peut-être pas. Peut-être qu'il faut effectivement revoir un petit peu nos relations entre nous. Voilà. J'en dirai pas plus. Merci. Merci bien. Nous recevons la SGDL, Société des gens de lettres, qui va se présenter. Bonjour. La Société des gens de lettres, la SGDL, donc, est une des principales associations d'auteurs en France. On représente plusieurs milliers d'auteurs, principalement, voire essentiellement dans le livre, tous genres éditoriaux confondus. Et depuis son origine, la SGDL a été, je crois, de tous les combats, parfois même à l'origine de ces combats, dès qu'ils intéressent le droit d'auteur et les intérêts des auteurs. Citer la sécurité sociale des auteurs, le droit de prêt en bibliothèque, la retraite complémentaire des auteurs et plus récemment le contrat d'édition à l'ère du numérique qui nous a occupés pendant au moins 4 ans de discussions acharnées, sympathiques mais acharnées avec les éditeurs. Aujourd'hui, nous on voit trois défis majeurs pour les auteurs. Le premier, c'est la question évidemment de la rémunération sur le numérique, mais pas seulement, la rémunération aussi sur l'imprimé. Il ne faut pas se tromper aujourd'hui, le numérique ça représente 3%, alors c'est important et urgent de regarder, d'étudier, de savoir comment cette rémunération va se passer dans le numérique, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui 95-97% des revenus des auteurs c'est l'imprimé, c'est le papier. Il ne faut pas oublier aussi ce défi-là. Le deuxième, c'est, on en a déjà parlé, le statut social et fiscal des auteurs. On demande depuis des mois, très fermement, une véritable concertation sur ces projets de réforme. On demande aussi de nouvelles réflexions sur des modes de financement qui ne seraient pas seulement et toujours les auteurs. C'est quand même incroyable, à chaque fois qu'on augmente un taux de cotisation, qu'on invente un nouveau taux de cotisation, c'est toujours sur la tête des auteurs que ça retombe. Il y a peut-être aussi d'autres pistes à trouver. Et je sais que la question du domaine public, la question du livre d'occasion sont des pistes qui ont été lancées et qui, j'en suis heureux, sont reprises aujourd'hui. Troisième défi, c'est celui du droit d'auteur en France, mais surtout en Europe. La réaffirmation sans cesse, que j'ai l'impression qu'on doit donner un cours de mécanique à certains parlementaires européens. Le droit d'auteur, ce n'est pas un frein, c'est un moteur à la création, c'est un moteur à la diversité, c'est ce qui permet la circulation des œuvres et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui encore cette diversité éditoriale incroyable. Ce combat qu'on mène quotidiennement à la SGDL, on le mène aussi au sein du Conseil permanent des écrivains et donc notre présence aujourd'hui avec les auteurs de BD était, je crois, tout à fait légitime.
pour relever tous ces défis qui concernent tous les secteurs et donc tous les auteurs. C'est pour ça qu'on a répondu très rapidement, très favorablement à l'invitation de Benoît Peeters. Je reviens juste sur un petit point qu'a évoqué aussi Benoît Peeters dans son introduction sur ces nouveaux modèles de diffusion du livre numérique. Attention, ce sont vraiment des modèles qui sont destructeurs de la valeur du livre, qui sont destructeurs de la valeur d'une œuvre et donc qui sont destructeurs de la valeur de l'auteur. Ces états généraux sont évidents, c'est une urgence maintenant, et il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Merci. Nous parlions du Conseil permanent des écrivains. Cela tombe bien, Emmanuel de Rangervais vient pour le représenter. Bonjour, donc je suis délégué général du SNAC, mais par ailleurs aussi trésorier du CPE, le Conseil permanent des écrivains. Cette association est une association d'organisation d'auteurs. Il y a 17 membres qui sont très divers et qui ont tous peu ou prou à voir avec le secteur du livre. Il y a des associations, des syndicats et des sociétés de gestion de droits. Alors pourquoi cette réunion d'organisation d'auteurs? Pour discuter, réfléchir, agir ensemble en essayant de dépasser sur des sujets les seuls intérêts que chacune des organisations représente. Évidemment, nous sommes donc sensibles à l'objectif des États généraux qui est justement de rassembler et d'agir pour représenter au mieux un secteur, et en l'occurrence le secteur de la bande dessinée pour ce qui concerne les États généraux et le secteur du livre pour ce qui concerne le Conseil permanent des écrivains. Le Conseil permanent des écrivains est donc très sensible au lancement de cette initiative qu'il a jugée comme étant intéressante et intelligente et pour laquelle il sera un partenaire attentif, réactif dans la mesure des moyens humains qui seront à sa disposition. Voilà simplement ce que je voulais dire au nom du CPE. Nous parlions de société de gestion de droit, ça tombe bien, nous allons accueillir la SOFIA. Bonjour à tous, donc je suis Alain Psir, je suis auteur moi-même, auteur de littérature et donc président de la SOFIA. En quelques mots, la SOFIA c'est quoi? Donc c'est une société de perception et de droit qui répartit les sommes issues du droit de prêt en bibliothèque, les sommes issues de la copie privée numérique de l'écrit, bientôt les sommes issues de la gestion des livres indisponibles en cours du XXe siècle, en cours de numérisation. Nous avons 7500 adhérents et sur les 7500 adhérents, je dirais peut-être seulement 330 auteurs, dessinateurs de bande dessinée. Peut-être que nous pourrions être plus nombreux, sachant par exemple que en 2014, la SOFIA a pu répartir 72 500 € à ces 330 auteurs et dessinateurs de bande dessinée au titre du droit de prêt en bibliothèque, 123 000 € au titre de la copie privée numérique, et a pu aussi consacrer 93 000 € pris sur le quart copie privée numérique pour soutenir un certain nombre d'initiatives et de manifestations autour de la bande dessinée, 12 en tout, 2 d'aide à la création, une pour la défense des intérêts des créateurs et 9 actions de diffusion donc concernant la vie culturelle autour de la bande dessinée. Donc voilà qui nous sommes. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler du droit d'auteur, de votre droit, de notre droit. Il est évident que ce droit, dans son aspect moral, mais aussi, et bien sûr dans son aspect patrimonial, c'est notre garantie de liberté d'expression. Et c'est d'abord, avant tout pour cela qu'il faut absolument le maintenir, le privilégier, l'augmenter. Et il a été fait référence, bien sûr, à des grosses préoccupations qui vous concernent, qui nous concernent aussi, nous, en littérature. En particulier, nous avons parlé et entendu parler de la retraite complémentaire, de ces fameux 8% qui vont être prélevés obligatoirement sur les droits. On disait 1 mois à peu près de droits d'auteur perçus normalement, c'est énorme. Je pense que vous savez sans doute que la SOFIA, sur le droit de prêt, prélève actuellement à peu près 2,5 millions, entre 2,5 millions et 2,7 millions d'euros par an, c'était le cas l'année dernière, pour abonder à hauteur de 50%
dans le cadre de cette retraite complémentaire. C'est-à-dire que pour les adhérents volontaires actuels au RAAP, 50% de leurs cotisations sont prises en charge par la SOFIA. Alors évidemment, face à ce grand changement qui est les 8%, puisque jusqu'à présent c'était un choix de cotisation, on ne sait pas trop à la SOFIA sur quelle base on va travailler et quelle va être la hauteur pour garder ces 50% des sommes à allouer pour moitié, donc pour payer cette cotisation. Toutefois, d'après les projections qu'on peut faire à peu près aujourd'hui, je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, c'est que pour ceux qui bénéficient déjà de ce système, il n'y a pas de problème puisqu'il est reconduit pour 10 ans en ce qui les concerne. Pour les autres qui vont être amenés effectivement à cotiser plus ou à rentrer dans le système, nous travaillons bien sûr sur cette hypothèse, et c'est un choix de la SOFIA, ce n'est pas la loi qui nous y oblige, des 50% de cotisation. Et actuellement, nous envisageons de monter dans cet abondement jusqu'à ce qui représente à peu près 1 an et demi de plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire jusqu'à 57 060 € par an en droit d'auteur, ce qui est quand même pas mal. Tout le monde n'a pas ça, n'est-ce pas, hélas. Donc cela signifierait que en bas de l'échelle, donc 8%, si on garde aujourd'hui le seuil d'affiliation au RAAP, sur les 670 € annuels, la SOFIA abonderait à 335 €, et tout en haut de l'échelle, sur les 4 564 €, la SOFIA abonderait à hauteur de 2 282 €. Ce n'est pas, la décision ne peut pas encore être prise car nous attendons encore un certain nombre de précisions qui sont très longues à arriver et qui ne dépendent pas de nous, mais c'est sur ce sur quoi nous travaillons et j'ai assez confiance dans cette hypothèse pour oser vous en parler aujourd'hui en face à face. Après, sur les 4% restants, nous avons envisagé effectivement des solutions très intéressantes et là-dessus, il faut aussi que nous travaillions tous ensemble. Donc voilà ce que je voulais vous dire à tous dans un grand esprit évidemment de solidarité. D'ailleurs, c'est normal, nous appartenons tous à la même communauté de créateurs. Voilà. Nous continuons avec les sociétés d'auteurs, la SAIF, représentée par Agnès Defoe. Bonjour à tous, je représente effectivement l'ASEF, donc qui est une société de droit d'auteur dans le secteur des arts visuels. Nous comptons en France un peu plus de 6000 auteurs, dont environ 1500 auteurs, dessinateurs, illustrateurs, scénaristes de bande dessinée. Pour le compte de ces auteurs, évidemment, société de gestion de droits d'auteur, nous percevons des droits d'auteur qui sont la base de votre activité et la base de vos revenus. Donc essentiellement ce qu'on appelle les droits collectifs, c'est-à-dire les rémunérations complémentaires à vos contrats d'édition. C'est-à-dire, alors on en a déjà parlé puisque c'est effectivement en partie géré, enfin le droit de prêt en tout cas est géré par la SOFIA et nous allons le chercher auprès de la SOFIA. Donc le droit de prêt en bibliothèque, la reprographie du livre, là ce sont les livres qui sont photocopiés. Du livre et également de la presse, puisque les auteurs de bande dessinée peuvent avoir des œuvres qui passent dans la presse, qui sont publiées dans la presse. Donc nous percevons aussi ces rémunérations. On perçoit aussi la rémunération pour copie privée numérique et la rémunération pour copie privée, ce qu'on appelle audiovisuelle. La distinction, c'est que l'audiovisuel, c'est lorsque les planches de bande dessinée, les livres de bande dessinée passent à la télévision, et la copie privée numérique, c'est plus lorsque le public va faire des copies, notamment sur Internet. Il faut savoir que les livres de bande dessinée sont d'ailleurs parmi les œuvres les plus copiées par le public, donc on est quand même très attentif à la défense de la copie privée qui aujourd'hui est attaquée de toutes parts, et ça fait partie notamment des sujets qu'il faudra sûrement aborder lors de ces états généraux. Nous gérons aussi pour le compte des auteurs de bande dessinée ce qu'on appelle le droit de suite. C'est un petit peu technique, mais c'est une rémunération qui est perçue sur la revente des planches originales de bande dessinée. Nous sommes une société agréée pour recevoir les informations au titre du droit de suite, donc des ventes, et nous les percevons pour nos auteurs. Alors, soit en France, soit dans l'ensemble du monde, en tout cas en Europe, puisque le droit de suite existe dans toute l'Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde.
puisque nous avons des accords avec d'autres sociétés d'auteurs. Voilà, ça, ce sont vraiment les rémunérations un petit peu complémentaires vraiment au contrat d'édition. Mais par ailleurs, pour les auteurs qui le souhaitent, nous pouvons négocier leur contrat d'édition, on le fait pour certains, ou les aider à le faire. Alors, à l'heure des grandes réformes en France et en Europe, c'est vrai que nous sommes très vigilants à l'avenir du droit d'auteur. En France, il va y avoir bientôt une loi. On va être très vigilants. Ça a été dit aussi, il va y avoir une grande réforme en Europe. Et là, c'est vrai que le droit d'auteur est attaqué de toutes parts. Donc, c'est très important d'être vigilant et d'être très offensif sur ces questions. On le fait soit seul en tant que société d'auteur, soit parmi d'autres groupements, puisqu'on est membre du Conseil permanent des écrivains, de la CISAC, etc. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi on participe aux États généraux? Tout simplement parce que c'est naturel en tant que société d'auteurs défendant des auteurs de bande dessinée d'être présent, d'une part. Et puis c'est vrai que c'est une très belle initiative qui a pour objet quand même de rassembler l'ensemble des représentants de la filière de la bande dessinée. Et c'est vrai que ça sera un endroit pour discuter de toutes ces problématiques, les mettre en avant et les porter tous ensemble en France ou en Europe. Merci. Nous recevons l'ASCAM maintenant, la Société civile des auteurs multimédia. J'ai appris qu'on disait la CEF, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, avec Nathalie Orloff. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nathalie Orloff, je représente l'ASCAM, je suis de la direction juridique. L'ASCAM, c'est une société civile d'auteurs multimédia qui regroupe 35 000 auteurs, notamment audiovisuels, radiophoniques, mais plus de 8 000 auteurs de l'écrit, dont de nombreux auteurs, bien sûr, d'art visuel, notamment illustrateurs, graphistes et auteurs de BD. Je ne reviendrai pas sur les différents droits, puisque nous sommes aussi également une société de perception et de répartition de droits, sur ce qui a été expliqué par mes prédécesseurs, notamment par Agnès, qui vient de le faire, parce que nous gérons également ce type de droits. Mais je dois vous dire effectivement que la SCAM a un établissement aussi en Belgique, et que la Belgique est bien connue pour ses auteurs de BD, et que quand bien sûr Benoît Peters, qui est sociétaire de la SCAM, nous a fait part du lancement des États généraux de la BD, nous avons trouvé qu'effectivement c'était une excellente idée et que la SCAM était là pour aider à ce lancement, pour venir, et nous ferons tout pour, de manière à la fois humaine mais aussi financière pour les études, participer à ces États généraux. Bien entendu, les grands chantiers qui ont été évoqués par mes prédécesseurs, donc la rémunération et l'équilibre dans le numérique de la rémunération des auteurs, mais aussi le statut social et le fait que le droit d'auteur soit malmené en Europe. La SCAM est présente également dans tous ces combats, puisque nous faisons partie, nous avons rejoint le Conseil permanent des écrivains pour rassembler effectivement toutes les différentes organisations qui défendent les intérêts des auteurs. Et on s'aperçoit, puisque moi je suis conseiller juridique, que de plus en plus les auteurs de l'écrit et bien sûr des arts visuels, qui étaient peut-être plus isolés il y a quelques années, éprouvent le besoin de se rassembler au sein de nos organisations, à la fois pour qu'on les conseille au niveau de leur contrat, mais également pour se sentir soutenus par rapport à leur statut social qui, on le constate, se précarise. Et c'est pour ça que d'ailleurs la SCAM s'est dotée d'une conseillère sociale pour aider les auteurs dans ce domaine, parce qu'on constate malheureusement des problèmes assez difficiles. Voilà. Merci. Alors, l'ADAGP, qui est la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, est aussi partenaire des États généraux, mais hélas n'a pu nous envoyer personne, donc ils seront sévèrement punis par une dotation doublée, j'imagine. Voilà. Nous allons recevoir maintenant Frédéric Buxin pour le rap, que beaucoup ici attendent, je pense. Bon, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous. Et pour reprendre les propos de M. Peter, je pense qu'il est très important pour un auteur que je suis que les gens ne se trompent pas de combat.
il est tout à fait naturel pour le RAP, et l'ensemble du conseil d'administration le partage avec moi, d'être présent lors de ces états généraux, comme nous sommes présents lors de toute rencontre avec l'ensemble des professions de la création, puisque le RAP et l'IRSEC œuvrent sur l'ensemble des professions. Donc, si j'en crois les réseaux sociaux en tout genre et Internet, je suis le représentant du grand Satan. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Alors effectivement, il me paraît difficile, là, en 3 minutes, d'aborder l'historique de la protection sociale des artistes-auteurs et plus spécifiquement celle de la retraite, parce que c'est un petit peu technique. Mais nous sommes là et nous pourrons répondre à vos questions. Je suis accompagné d'un administrateur et de notre directrice qui pourra répondre à vos questions dans la journée, il n'y a aucun problème. Mais je me suis intéressé, à partir du moment où vous m'avez invité, un peu à l'économie et à ce que représentait la protection sociale dans le livre. Donc j'ai utilisé les quelques chiffres que j'avais, puisque je ne suis pas un spécialiste de la BD, et donc j'ai préparé un certain nombre de choses. Et je me suis renseigné, a priori, un album de BD coûte 13 € TTC. Donc là-dessus, on a 5,5 de TVA. Alors j'ai pris un certain nombre de marges, je ne suis pas un spécialiste, hein. La marge des libraires est estimée, les libraires, entre 35 et 37,5%, 40% pour les gros. De toute façon, ce n'est pas mon sujet étant les droits d'auteur. J'ai essayé de voir l'impression en me basant, le coût d'impression d'un album de 64 pages, couverture cartonnée, en me basant sur la vente moyenne d'un album de BD, si j'en crois les chiffres du SNE, qui est moyenne, je dis bien, de 6700 exemplaires vendus. Donc pour avoir un prix globalement, je me suis basé sur un prix d'album imprimé à 2 € hors taxe. C'est l'impression que des devis que j'ai eus pour imprimer 5000 exemplaires. Non, c'est pas fini. Je ne suis pas un spécialiste. Ce qui m'intéresse, c'est le droit d'auteur. Mais je vous explique. Ce que j'ai appelé, entre guillemets, marge brute, effectivement, il faut là-dessus payer la diffusion, les frais généraux, les investissements, les stockages, etc. Mais je ne suis pas un spécialiste. Il n'est pas de ma responsabilité d'engager les états généraux. Ce qui m'a intéressé, c'est le droit d'auteur porté en charge de 9,7% hors taxe. C'est les statistiques du SNE de 2013 que j'ai repris. Puisque la protection sociale et les revenus des auteurs, puisque je suis moi-même auteur et 100% des administrateurs de l'IRSEC et du RAP sont auteurs, de voir comment se répartissait là-dessus. Donc, je vous présente donc voilà la répartition des charges sociales sur les droits d'auteur qui seront appliquées au 1er janvier 2016. Donc, la contribution des diffuseurs, j'espère que vous voyez bien dans la salle, c'est-à-dire ce qu'on peut assimiler à la charge patronale, c'est-à-dire la charge qui est à la charge de l'éditeur, est de 1,1% de ces sommes. Ensuite, on a une cotisation maladie de 1, CSG, enfin vous les voyez. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, écoutez, quand on paye, nous tous auteurs, qu'est-ce qu'on a en vis-à-vis ? La cotisation maladie de 1,5, on a en échange quelque chose de très bien. Je souhaite que personne s'en serve, mais hélas, on est de temps en temps malade, donc ça nous permet d'avoir la maladie et nos indemnités journalières, puisque je vous rappelle que l'ensemble des auteurs ont le droit aux indemnités journalières. La CSG de 7,5%, globalement, ça vous apporte quoi ? Ça vous apporte le droit de rembourser les dettes de la gestion de la sécurité sociale des 20 ou 30 dernières années. Il en est de même pour la CSG, 0,5%. La formation professionnelle de 0,35%, ça vous donne le droit depuis 1 an d'avoir accès à la formation professionnelle, l'ensemble des auteurs, et je pense que les auteurs de BD, a priori, y voient un intérêt, de toute façon, je le souhaite. Ensuite, on a la cotisation vieillesse au régime de base de 6,92%, c'est la sécurité sociale tout à fait standard. Là-dessus, on pourrait faire une aparté sur le fait que le drame, c'est que cette sécurité sociale ne soit pas appelée pour les gens qui sont uniquement précomptés, ce qui pose des problèmes sociaux absolument dramatiques et qui est une responsabilité de l'État depuis 30 ans et qu'à la fois le ministère de la Culture et le ministère des Affaires sociales n'assument toujours pas, bien que la GSA ait pris des positions très fermes là-dessus depuis des années. On en arrive donc à la cotisation du RAP. Donc, je vous rappelle que les auteurs d'écrits, comme l'a précisé M. Absir, 50% de leur cotisation est financée par le prêt du livre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas présent sur le... Donc, globalement, vous voyez que la charge sociale
obligatoire sur la rémunération des auteurs. Et exactement, l'auteur, lui, paye 20% et le diffuseur 1,10%. Reste 80% pour vivre. Donc effectivement, si c'est toujours important, ce que donne le rap, parce que quand même on acquiert des droits, c'est-à-dire qu'on paye, ça vous donne le droit à un certain nombre de retraites. Donc autant, alors je ne vais pas être très technique, globalement sur la retraite générale, le régime vieillesse, vous avez un rendement de 4%. Les sommes que vous mettez dans ce régime, si vous survivez 20 ans à votre retraite, vous récupérez plus d'argent que ça vous a coûté, en quelques mots, hein, même si on est un système sécuritaire. En ce qui concerne le régime du rap, son rendement est pour les auteurs standards hors écrit de 11%, pardon. Et comme vous en payez, vous, de votre poche, il est bien évident que je ne nie pas du tout que les 4% du prêt en livre sont des droits d'auteur qui vous ont versé de manière dissociée. Il ne s'agit pas. Mais sur ce que les auteurs du livre sortent de leur poche, c'est 4%. Sur ces 4%, ils ont donc un rendement de 22%. Ça veut dire qu'un auteur qui survit à sa retraite plus de 4 ans récupère les sommes versées. Que quelqu'un trouve un régime de retraite qui a un meilleur rendement en France, voire en Europe, je lui offre le café immédiatement. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on voit l'autre image pour se rendre compte. Voilà, dans l'économie du livre, la petite tranche en bas, c'est le coût du rap sur la vente d'un livre. Alors je veux bien qu'on fasse porter la responsabilité du rap de mettre les auteurs de mettre des auteurs avec une sébille dans la rue et que le rap soit le grand Satan, mais je trouve que c'est un sombrero un peu grand pour les administrateurs du rap. Cette somme représente 4 centimes d'euros par livre vendu. Je me suis amusé à voir ce qu'est la TVA, puisqu'on ne parle jamais de la TVA, 5,5%, qui est versé au budget de la nation. Sur ces 5,5%, il y a 4 autres centimes qui servent, vous savez à quoi, j'ai regardé, au budget de la sécurité du ministère de l'Intérieur et qui a été bien utile aux auteurs de BD ces derniers mois. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous vendez une auteure... Non mais qu'est-ce qu'il y a? Oui. Non mais voilà. Alors on va alors voilà. Non, mais et les approximations de ces schémas et les raccourcis à des rencontres que les auteurs sollicitent depuis des mois et qui devront avoir lieu techniquement avec toute la durée voulue. Ici, nous avons une séance assez courte et il n'est pas possible de répondre comme il le faudrait à un certain nombre d'affirmations. Donc, merci beaucoup d'être venu. Monsieur Bitter. Merci de nous avoir rappelé que les 8%, grâce à la SOFIA et grâce à nos droits d'auteur, deviendraient peut-être 4%. Ce n'était pas le cas au printemps dernier. Monsieur Bitter, mais il nous faut une longue réunion pour pouvoir analyser ces questions. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'affirmer de votre part votre participation de bonne volonté à ces états généraux. Est-ce que je peux vous donner une information exclusive? Allez, Monsieur Bitter. Une petite dernière pour la route. Il se trouve que les deux ministres m'ont répondu à mon courrier du mois de décembre il y a quelques jours, m'ont fait apporter une lettre. Et je vous confirme effectivement, puisqu'il y avait une interrogation des organisations professionnelles sur l'ARIA, la ministre nous a bien répondu qu'effectivement la réforme du rap devait être mise en œuvre au 1er janvier 2016, liée aux contraintes juridiques, etc. D'autre part, je voudrais rappeler de quoi est constitué le conseil d'administration du rap, qui ne sont pas des irresponsables, comme on peut le penser, auteurs, mais que l'ensemble sont des auteurs qui sont des représentants des cotisants, et que dans ces auteurs, il y a un ancien président de la GESA, qui connaît un petit peu, qu'il y a un président du Nord du SNAC, qu'il y a effectivement un certain nombre de gens... oui. Non, mais... Non, mais... Oui, bon, enfin, tout ça pour dire que on est très attaché à la protection sociale et comment dire. Non mais voilà. Il reviendra dans le débat. Bah vous y reviendrez. Merci. Il y aura une phase de débat, on pourrait y revenir en effet. On va retrouver notre calme avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Bonjour, je suis content, j'ai vu des camemberts. C'était bien. Donc je suis Jean-Pierre Mercier, je travaille à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Je vais faire court parce qu'on a vraiment beaucoup dérapé là.
Donc, c'est une institution publique qui est financée par le département, la région, l'État, la ville d'Angoulême, qui existe depuis 1990 et qui a globalement deux grandes missions. La première mission, c'est le patrimoine, la constitution de collections d'imprimés, de livres, de revues, de périodiques. On a plus de 2500 titres de périodiques, il y a des centaines de milliers de fascicules, je ne sais plus, 60 ou 70 000 bouquins de toutes langues, de toute provenance, dont les plus anciennes remontent au 19e siècle, et à ce jour, 12 000 planches de bande dessinée. Voilà. Ça, c'est le travail qu'on fait, c'est la constitution d'un patrimoine et sa mise en valeur, c'est-à-dire des expositions, des présentations, on fait venir des groupes, on travaille à l'extérieur, etc., etc. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, qui est importante et qui est, je pense, particulièrement remarquable par rapport à aujourd'hui, c'est la Maison des auteurs, qui est un des départements de la ville, qui est un lieu de résidence pour des auteurs et dans lesquels ils viennent pour travailler quelques semaines ou quelques mois, 2 ans, avec un comité scientifique de sélection qui est indépendant, qui est constitué d'auteurs, de professionnels. Et donc, beaucoup d'auteurs sont passés depuis 10 ans que ça existe. Et ces auteurs ont droit également, il en a été question, à du soutien juridique, à des conseils, des choses comme ça. Et les problèmes qui ont été évoqués, la cité les connaît par ce biais-là et s'y intéresse. Alors, nous, on a été contactés, on connaît très bien un peu tout le monde, en particulier Benoît, mais Denis également. Quand on a entendu parler de ces états généraux, on a dit on y va tout de suite, on veut en être. Voilà. Et comme il est question, parce que on se perçoit comme le lieu où les informations peuvent revenir, être stockées, entre guillemets, traitées et redonnées, et c'est un rôle qu'on est prêt à jouer. Et c'est aussi, puisqu'on est en train de parler sur du long terme, les conseils à notre niveau. Il y a des choses qu'on sait, d'autres qu'on sait moins. La dimension historique dont Benoît a parlé nous intéresse, c'est-à-dire que Benoît m'a déjà demandé est-ce que tu peux nous trouver, est-ce que vous pouvez nous trouver l'histoire des syndicats d'auteurs, etc., etc. Donc on va travailler là-dessus. On voulait y travailler, mais les malheureux événements de Charlie Hebdo nous ont amenés à être plus occupés par ça, par cette triste affaire, donc les expos et tout ça. Je voulais dire aussi, et je vais finir là-dessus, que comme on est en train de parler d'états généraux sur le long terme, la cité est en place toute l'année, les locaux sont là, il y a des salles, on peut se réunir, et j'espère qu'on aura l'occasion d'accueillir les états généraux à la cité. Merci de votre attention. Nous allons recevoir la Bibliothèque nationale de France. Enfin, pas en entier, le bâtiment est un peu grand pour entrer ici. Bonjour à toutes et à tous. Bruno Racine, le président de la Bibliothèque nationale de France, ne pouvait pas être présent ce matin. Il m'a demandé de le représenter. La Bibliothèque nationale de France est un acteur public majeur dans le domaine du livre, du numérique et du patrimoine écrit. Et si elle a souhaité s'associer aux états généraux de la bande dessinée, c'est parce qu'elle a en commun avec vous un certain nombre de préoccupations à une époque où, évidemment, les professionnels du livre, les métiers du livre connaissent de profondes mutations. Et c'est la raison toute simple pour laquelle nous serons à vos côtés. Alors, par rapport à la bande dessinée, évidemment, nos missions, à travers la collecte du dépôt légal, à travers la conservation des collections qui sont acquises dans ce domaine, nous donnent un certain nombre de connaissances que nous pourrons mettre aussi à votre disposition. Par ailleurs, l'enrichissement récent des collections de la Bibliothèque nationale de France, grâce à de très grands dons, celui des 1200 dessins de Wolinski en 2012, de quatre dossiers de création et planches originales d'albums donnés par Françoise Keuten et Benoît Peters,
en 2013, ainsi que les albums, des albums du Derzo donnés aussi la même année, nous ont aussi permis de reconsidérer la relation avec les créateurs et les auteurs de bande dessinée. Parce que ça nous amène dans cette période de mutation dont je parlais tout à l'heure, à penser aussi à ce que nous proposons au public et aux pratiques de ces publics, parce qu'on sent des aspirations nouvelles. Nous sommes en train de penser aussi à une nouvelle stratégie de développement des publics, et voilà en tout cas toute une série de questions que nous pouvons avoir en commun et en partage, et qui constituent de bonnes raisons de s'associer à ces états généraux de la bande dessinée. Donc je vous confirme que nous serons à vos côtés. Merci. Nous recevons Vincent Monadet, le président du Centre national du livre. Bonjour, d'abord je vais vous prier d'excuser ma voix. Joe Cocker n'est pas mort. Les soirées d'Angoulême sont longues et on n'utilise l'eau que pour se laver les dents, donc je suis désolé, vraiment désolé. Je m'étais promis de ne pas parler de cette question de retraite qui est très technique, mais puisque vous avez nommément mis en cause le ministère de la Culture, qui se trouve être mon ministère de tutelle, j'avoue que le fait qu'une ministre de la Culture découvre une réforme des auteurs le jour où vous l'annoncez, en termes de concertation, ça me paraît une façon étrange de faire. Ça sera mon seul commentaire. Ça sera mon seul commentaire. Ça sera mon seul commentaire. Timéo Danaos et Dona Ferrantes, c'est dans Astérix. Pourquoi être aux côtés des auteurs? Déjà parce que le 7 janvier a prouvé à jamais la valeur de la liberté d'écrire et de dessiner dans ce pays. Ensuite parce que sans auteurs, il n'y a pas de Centre national du livre. C'est une évidence. Enfin, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de menaces pèsent sur les auteurs. Il y a évidemment la baisse des droits d'auteur qui est liée, je crois, au fait que nous sommes en train de basculer d'un marché de l'offre vers un marché de la demande qui complique la transition dans le moment. C'est une révolution un peu copernicienne. Mais aussi, je crois, aujourd'hui, il faut réfléchir donc fortement à un élargissement de l'assiette. Et j'ai entendu parler de taxes sur le livre d'occasion ou de taxes sur le domaine public payant. Il y a vraiment des choses à creuser pour que l'assiette s'élargisse et qu'au moins en gestion collective, les auteurs récupèrent de nouvelles sources de revenus. Lorsque Jeff Koons expose des chiens en ballon à Pompidou, alors qu'il a déjà vendu l'œuvre, il est payé, il y a un droit de suite. Lorsque Jacques Tardy vend plusieurs fois sur des marketplaces Adèle et la Bête, il n'y a pas de droit de suite. Autrefois, ce n'était pas gênant, puisque l'occasion s'était limitée dans des boutiques qu'on connaissait, où moi-même j'ai beaucoup acheté, Boulinier, Gibert. Aujourd'hui, avec l'industrialisation du marché de l'occasion, il y a une vraie question à poser. Une vraie question parce qu'il y a des gens sur Internet qui font énormément d'argent avec l'occasion. Enfin, la question du droit d'auteur en Europe est centrale. Vous êtes nombreux ici, j'aurais aimé que ce soit archi plein. Tous les débats qu'on a sur votre retraite, etc., dans 6 mois, ils n'existeront peut-être plus. Peut-être plus du tout. Le droit d'auteur aura été totalement désossé. Il y aura des exceptions pour tout. Alors, le rapport REDA parle de l'éducation hors éducation. L'éducation hors éducation, ça vaut chez moi, puisque je considère que quelque part, je ne suis pas école, pas université, mais j'élève mes enfants. Donc est-ce que je n'ai pas le droit à une exception au droit d'auteur parce que j'élève mes enfants? Donc ce désossement du droit d'auteur est extrêmement grave, surtout que nous sommes dans une commission qui considère que l'économie, c'est le renard libre parmi les poules libres. Donc comme nous avons un peu tendance tous les uns et les autres à être les poules, il y a un moment où on voudrait bien conserver ce qui nous sépare du renard finalement. Et le droit d'auteur est une des choses qui nous sépare du renard. Comment aider les auteurs? Et je terminerai là-dessus. Vous parlez d'études, vous parlez de chiffres, vous parlez... Ça se finance. Et je le dis aujourd'hui, nous serons à vos côtés pour réfléchir avec vous et pour financer ces besoins de données. Et d'ici là, mobilisez-vous tous. Merci.
Alors, nous sommes extrêmement en retard, donc nous allons faire vite notre seconde partie. Ce n'est pas très grave, c'est des données que vous retrouverez plus facilement sur le site. Donc on va attaquer tout de suite la partie scientifique de la chose en parlant du conseil scientifique. Donc Benoît, je te propose de présenter sommairement notre conseil scientifique. Alors, nous avons voulu nous entourer d'un conseil scientifique divers et irréprochable, de gens de grande notoriété, de grandes compétences pour assurer aux études qui vont être lancées toutes les garanties. C'est quelque chose qui, je crois, n'a jamais été fait pour la bande dessinée. On va peut-être montrer les visages les uns après les autres. Thierry Grunstein qui peut se lever, qui est là parmi nous, qui est depuis des années l'honneur de l'histoire, de la critique et de la théorie de la bande dessinée et qui nous aidera amplement. Nathalie Henich, une sociologue éminente qui a travaillé sur la condition artistique, sur la condition littéraire et qui se passionne pour la bande dessinée et qui a immédiatement répondu présent. Bernard Lahire, une autre très grande figure de la sociologie et sociologie de la culture, auteur notamment de l'étude remarquable La condition littéraire. Il passera avec intérêt des écrivains aux auteurs de bande dessinée pour analyser leurs spécificités. Jean-Pierre Mercier, mémoire de la bande dessinée, que vous avez entendu il y a quelques instants. Pascal Horry, grand historien, historien des mentalités, historien de la culture, qui a consacré plusieurs travaux à la bande dessinée déjà. Un de ses premiers livres portait sur la revue Le Téméraire. Il est l'auteur d'une biographie de Goscinny. Il a dirigé des dizaines de thèses sur la bande dessinée. Et un économiste brillant, qui nous a été recommandé par Pierre-Michel Menger lui-même, professeur au Collège de France, spécialiste de ces questions, Thomas Parry, apportera un éclairage économique sur tous les impacts de la bande dessinée au sens le plus large du terme. Pierre Nocerino, un jeune chercheur spécialisé dans les mouvements des auteurs, assurera le secrétariat de ce conseil scientifique. Il a été à nos côtés depuis le début. Plus que précieux, c'est quelqu'un qui fait la recherche sur quelque chose qui est en train de se faire. Voilà l'université et la recherche comme nous l'aimons. Donc, bonjour à tous. J'ai la tâche difficile de vous présenter ce qui va être fait par les universitaires justement dans le cadre de ces états généraux. Alors tâche difficile parce que c'est quand même assez austère, qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'en plus à l'université on ne nous apprend pas vraiment à ne pas être austère et à être concis encore moins. Donc voilà, j'espère quand même que ça se passera bien et que vous n'aurez pas trop envie de quitter la salle. Alors vu que justement on n'a pas beaucoup de temps, je vais plutôt insister sur l'esprit plutôt que sur les thématiques et les axes qu'on a retenus qui de toute façon sont diffusés après par les EGBD. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site internet après pour découvrir véritablement les axes. Mais néanmoins, donc quelques principes à la base pour expliciter ce qui devrait être fait dans les EGBD. Donc c'est différentes thématiques de travail qui ont été établies ensemble. Donc c'est des listes qui ne sont pas figées, qui ont pour but de donner des directions, mais qui sont ouvertes à toute proposition. Donc s'il y a des oublis, s'il y a des envies, que ce soit de la part des auteurs, des éditeurs, des universitaires, qui n'hésitent pas à faire des propositions. Donc l'objectif étant d'avoir des informations très larges. On est vraiment ouvert à toutes les propositions sous la direction du conseil scientifique qui pourra encadrer ces enquêtes. Donc un mot général sur l'objectif, le but, c'est d'avoir la connaissance la plus objectivée que possible sur les différentes composantes du monde de la bande dessinée. Donc on a déjà pu voir énormément de monde qui participe de cette production et il sera intéressant de se consacrer à chacune d'entre elles pour essayer d'avoir des données concrètes, objectives et validées. Donc pour chacun des axes que je vais présenter ensuite, donc qui apparaissent derrière moi, il s'agira d'avoir deux dimensions. Donc tout d'abord, accumuler un maximum de données quantitatives, statistiques, dans l'idée d'avoir un point de vue assez général sur l'ampleur du sujet qui nous intéresse, donc l'un des sujets qui apparaissent derrière moi. Et l'autre dimension, c'est aussi d'avoir des informations aussi qualitatives qui permettraient de compléter ces données quantitatives.
afin d'éviter des surinterprétations des données et d'apporter une finesse dans l'analyse et ensuite dans les propositions qui pourront être faites par les EGBD. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de dire 2 mots sur chacun des axes. Un demi-mot même, si tu peux. Un demi-mot. Voilà. Alors, donc, très rapidement, donc, sur le recensement et la cartographie des auteurs, donc là, ça sera un gros travail statistique avec un questionnaire qui sera sûrement diffusé par Internet parce que c'est le plus simple, donc qui sera évidemment anonymisé. Donc, on invite véritablement les auteurs à répondre massivement à ce questionnaire, sachant que l'objectif, c'est d'éviter d'apposer déjà des catégories sur qui serait auteur ou pas auteur, donc essayer d'être un maximum large pour dresser donc, ce qu'on pourrait appeler une cartographie des auteurs de bande dessinée, de savoir un peu qui peut rentrer dans cette appellation très large. Je précise que c'est là, à ce moment-là, à ce genre de moment, que l'université est très utile, car ce sont des données quand même assez privées, et on aura une garantie d'anonymat et d'anonymisation et de destruction des données à la sortie. Donc les auteurs pourront enfin se confier sans avoir l'impression d'être observés par qui que ce soit, entre autres par nos partenaires et amis. Et bien sûr, leur situation économique, sociale, leurs revenus, leurs difficultés, leur professionnalisme ou leur semi-professionnalisme seront parmi les éléments les plus importants. Exactement. Et donc, cette démarche cartographique, entre guillemets, elle sera aussi élargie aux acteurs du marché de la bande dessinée. Donc, ça sera le second point, où le but, ça sera d'avoir aussi une cartographie équivalente, mais pour ce qui est des éditeurs. Donc, encore une fois, l'objectif, ça ne sera pas d'essayer de faire des catégories en amont de qui serait un grand éditeur, un petit éditeur. Enfin, l'objectif, ça serait de faire vraiment un recensement pour connaître les différentes réalités qu'il y a derrière le monde de l'édition. Donc, enfin, troisième point, les formations. Encore une fois, je vais répéter beaucoup de fois la même chose, donc j'espère que ça ira vite. Une cartographie pour essayer de faire un recensement des différentes formations qui existent, qui sera complétée aussi par des entretiens ou pourquoi pas d'autres méthodes comme le suivi d'une cohorte, afin d'avoir des données sur les parcours des auteurs et la différence des parcours et l'impact des formations dans ces parcours-là. Quatrième point, un autre acteur qui est très important et malheureusement qui n'était pas présent ici parce que c'est dur de l'incarner, c'est les lecteurs de la bande dessinée. Donc qui lit quoi, comment, de quelle manière. Donc il y a des enquêtes qui ont été un peu lancées mais rarement uniquement sur la bande dessinée et donc ça sera un des axes importants. Donc sachant qu'un prolongement de cet axe, c'est de s'intéresser à la distribution, comment est-ce que les livres arrivent dans les mains de ces lecteurs. Donc pour ça, on travaillera sur les 2 axes suivants, à savoir les réseaux physiques et les réseaux numériques. Donc l'axe 5, donc, les libraires et les diffuseurs, donc encore une fois, je me répète, cartographie, entretien, avec si possible une perspective historique afin d'avoir aussi une connaissance de l'évolution du marché et de la place de ces acteurs sur ce marché. Et donc, 6e point, la question du numérique. Donc c'est un gros chantier parce que finalement ça nous amène à penser la question de l'impact d'une innovation importante sur tout un univers du monde de la bande dessinée. Donc là, je parlais sur les réseaux de distribution, mais il faut aussi intégrer finalement tous les autres axes qui sont avant. Donc quel est l'impact du numérique sur les auteurs, sur les éditeurs, sur pourquoi pas les formations aussi, mais surtout les lecteurs. Donc ça sera un gros pôle de recherche avec peut-être plusieurs branches à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires qui s'intéressent à ces questions qui sont en train d'émerger. Donc, 7e axe, la place de la bande dessinée parmi les biens culturels. Donc là, ce qui sera surtout intéressant, c'est d'avoir une perspective historique afin de connaître l'évolution de la légitimité de la bande dessinée et sa place. Ça sera aussi l'endroit pour traiter des questions internationales, le rapport de la France par rapport à d'autres aires culturelles. La présence dans le cinéma, etc., le dessin animé, toutes ces choses-là. Toutes les retombées de la bande dessinée dans d'autres domaines qui permettraient de définir aussi son véritable poids culturel et économique. Voilà. Donc, enfin, le 8e point, parce qu'on est vraiment à la bourre. Donc, le 8e point, donc, sur toutes les questions qui sont liées à la collection, au marché de l'art de la bande dessinée. Donc, c'est vraiment dans la continuité de l'axe précédent. L'objectif, c'est d'avoir un peu un regard sur l'évolution de ces pratiques un peu annexes à la production de la bande dessinée et aussi donc, voir quel est l'impact sur le travail des auteurs, qu'est-ce que ça change dans le travail des auteurs de voir ces planches vendues dans des galeries d'art, etc. Donc ça amènera aussi à traiter des questions des différents droits, et comme le droit de suite qui a été évoqué précédemment. Donc 9e axe d'études, les festivals. Donc il y a
plein de festivals différents, avec des ampleurs différentes, des acteurs différents. Et l'objectif, ça serait d'avoir un regard sur ces différentes pratiques de festival, les impacts économiques, culturels, pédagogiques de chacun. Et la place qui tiennent les auteurs. Et la place qui tiennent non seulement les auteurs, mais l'ensemble des acteurs, parce que c'est un lieu aussi de travail pour toutes ces personnes. J'imagine que vous êtes bien au courant de ça. Et enfin, le dernier point, la mobilisation des auteurs, parce que donc auteur de bande dessinée, c'est une activité qui a subi de nombreuses évolutions avec des mobilisations différentes au cours du temps. Et donc l'objectif, avec ce regard historique, mais aussi un suivi actuel des différentes mobilisations, donc que ce soit au sein du SNAC ou même ici aux EGBD, c'est une action collective, ça sera de comprendre les difficultés de réunion de ce groupe des auteurs et c'est de comprendre les difficultés à se constituer comme une profession et d'expliquer tant les réussites que les échecs à mener ces activités et à arriver à leur fin. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc Merci, on peut Pierre. dire que... Merci Pierre. Nous avons déjà une description très précise de ces études, environ une page de description pour chacun des points qui a été rapidement mentionné. Ce sera à disposition des journalistes et ce sera mis sur le site dans les prochains jours, sinon les prochaines heures, grâce à l'efficacité de notre ami Denis. Donc vous aurez vraiment les détails sur ces études. C'est un gros travail qu'on a fait ces derniers mois. Alors, on devait avoir un débat sur ces sujets d'études, mais hélas, comme le temps est pressé, on va faire un seul débat à la fin d'un quart d'heure. Je vais vous présenter rapidement la partie suivante, qui sont les quais de doléances. On en a déjà un peu parlé, c'est dit sur le site, donc je vais en gros vous expliquer. On se donne la parole à n'importe qui, et à éventuellement pas n'importe quoi. Un groupe constitué, prenons au hasard les coloristes de bande dessinée, puisque j'en ai parlé, qui sont des gens qui en ce moment sont coincés entre le statut de l'auteur et de l'imprimeur. Voilà, j'espère qu'ils vont se réunir, j'espère qu'ils vont écrire ce qui ne va pas pour eux, toutes les analyses qu'ils ont, j'espère qu'ils vont écrire ce qu'ils aimeraient avoir, j'espère qu'ils vont proposer un statut, des statuts, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, donc on va donner un prototype qui est en cours de rédaction, parce qu'on doit le faire avec les sociologues, parce qu'il faut qu'ils nourrissent aussi la partie scientifique, évidemment. Le prototype est en cours de rédaction, tout ça sera disponible. Les EGBD, c'est un temps long, hein, donc on va faire vite, mais longtemps. Alors Denis a envisagé comme exemple, un exemple qui ne blessera personne et qui ne suscitera pas de polémique, c'est le cahier de doléances établi par un groupe de personnages de bande dessinée. Voilà, et donc le modèle vous permettra avec une pointe d'humour de trouver un mode de rédaction. Il ne s'agit évidemment pas dans les cahiers de doléances de faire part de problèmes strictement individuels. Plus vous serez représentatif, plus vous serez lié à un enjeu du monde de la bande dessinée, plus ce cahier sera lu et compris et discuté. Mais Tintin a beaucoup à dire, apparemment. Voilà, je vous propose de passer au débat tout de suite. On a regagné un peu de temps. On doit libérer la salle absolument à midi, donc à midi 5. Et nous devons encore entendre le ministère de la Culture en la personne de Nicolas Georges. Donc on va se donner un... Donc on lui donnera la parole à -5. Donc on a voilà, du temps pour parler. Je vais vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? On a des micros dans la salle. Ah oui, j'oubliais, on a un syndicat de journalistes qui a envie d'adhérer tout de suite. Donc voilà, les adhésions vont continuer à arriver et c'est très bien et c'est une très bonne nouvelle. Qui veut poser une question? Monsieur là-bas. Ah bah voilà. Ah, on a une question au fond aussi. Commençons au fond, voilà. Oui. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Juste une question dans la liste des éléments qui ont été pris en compte. Je trouve assez étonnant de ne pas avoir envisagé également, puisqu'on avait quelqu'un du CNL, le rapport aux institutions. Une des choses, on a plein de sociétés qui représentent des gens de lettres et la bande dessinée est dedans. Mais moi, je travaille un petit peu sur les questions de légitimité en discutant notamment avec des gens qui font des organisations de festivals. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est que quand ils discutent avec la DRAC, ils se rendent compte qu'ils sont un peu baladés entre la section DRAC qui s'occupe des arts plastiques et puis ceux qui s'occupent du livre et puis la bande dessinée, un petit peu le cul entre deux chaises, si on peut passer l'expression. Et donc, je pense qu'il y a aussi, à ce niveau-là, une réflexion à porter aussi par rapport au rapport aux institutions, qui puisse bien accepter aussi la bande dessinée. Le rapport à la sphère culturelle, je pense, abordera ce sujet-là. Quoi qu'il se passe, c'est des thématiques. Les équipes scientifiques sont en cours de recrutement, donc tout ça va évoluer, ne serait-ce qu'avec les intérêts des gens qu'on va avoir en face de nous à l'université. Et tout ça va se compléter. Mais je retiens bien, je mets une ligne de plus dans ma tête. J'ai un micro, je peux en profiter.
Grégory Jérôme, je suis président d'une association qui s'appelle Centrale Vapeur et qui est organisatrice d'un festival à Strasbourg depuis 4 éditions. J'aimerais me faire ici rapidement le modeste représentant ou porte-voix d'une partie de la profession dont je crains qu'elle n'ait été forcément ou suffisamment identifiée ou évoquée. Je veux parler des illustrateurs qui n'interviendraient pas nécessairement ou exclusivement sur le champ de la bande dessinée, mais sur le champ de l'illustration. Et à ce titre-là, on s'inscrit dans une histoire assez longue avec Joseph Béé, qui a été un des membres, je crois, à l'origine du groupe BD du SNAC, fondateur également du GRIL, le groupement des illustrateurs à Strasbourg. On s'inscrit dans une configuration assez singulière en Alsace, avec la Haute École des Arts du Rhin qui dispose d'un atelier d'illustration assez reconnu. Et donc j'aimerais demander ici, presque solennellement, d'être en quelque sorte aggloméré à cette réflexion, considérant qu'elle n'est pas forcément évoquée ou énoncée expressément dans les états généraux de la bande dessinée. Je peux vous répondre. Merci. En fait, ça a été un vrai problème de décider quel allait être notre champ d'action. On en a vraiment beaucoup parlé entre nous au départ, et puis avec les premiers partenaires, etc. On ne peut pas tout traiter. Il va falloir qu'on prenne. On a pris une décision. On a même pris la décision de ne pas traiter la Belgique, ce qui est un pur scandale. Alors, inévitablement, on va parler de la Belgique. Ça va rejaillir en permanence, tout le temps, partout. Et des auteurs suisses et des auteurs québécois et d'autres auteurs qui participent évidemment de la vitalité de la bande dessinée. Mais c'est vrai que cette étude est centrée sur la bande dessinée et particulièrement puisqu'elle est partie de cette réforme déjà évoquée, dont je ne prononcerai plus le nom. Elle est d'abord centrée sur la France. Mais bien sûr, les auteurs jeunesse et les illustrateurs sont parmi les plus mobilisés. On aimerait quelquefois que les écrivains de littérature générale se rendent compte aussi qu'un certain nombre de mesures les concernent. Et donc, on sait très bien que les auteurs jeunesse et les illustrateurs sont parmi les plus actifs. Et sûrement qu'il y aura des alliances et des convergences à étudier. Alors, quoi qu'il en soit, notre expérience, on compte la mettre au service à tous ceux qui voudraient faire la même chose dans leur champ après, évidemment. Donc, on apportera tout notre soutien à toute personne qui voudrait faire la même chose. Voilà. Mais on ne peut pas non plus décider de sauver la Terre entière, vous comprendrez. Oh, d'accord, ok. Monsieur qui... Ah oui, pardon. Jean-François Queulafros, je suis du syndicat des journalistes FDT. Je voulais simplement vous dire que, et ça ne date pas de ce qui s'est passé le 7 janvier dernier à Charlie, les journalistes, parmi lesquels nous ne comptons malheureusement aujourd'hui que 77 reporters dessinateurs en carte, ils étaient plus de 200 il y a une vingtaine d'années, sont complètement concernés, mais Nathalie Orloff l'a un petit peu dit, puisqu'on est aussi adhérents, nous, à la SCAM pour beaucoup, par les questions de droits d'auteur, de leur évolution, par les questions de revenus. Un quart de la profession est pigiste et partage la situation, y compris au niveau de l'AGSA, etc., parce que beaucoup de journalistes, les maisons d'édition leur commencent à leur demander d'être payés en droit d'auteur, donc en AGSA, alors qu'ils sont salariés. Et puis, globalement, les questions de la liberté d'expression, on les partage avec vous. Le 13 février prochain, au Conseil économique et social en soirée, les syndicats de journalistes CFDT, CGT et SNJ tiennent une soirée sur la liberté d'expression, mais il ne sera pas question de ça. On abordera aussi la question de nos statuts sociaux. Donc je pense que nos points de vue se rejoignent. Et ne l'oublions pas, monsieur, malgré les enjeux extrêmement solennels et tragiques des dernières années, certains sont morts pour ce métier, mais tous, à commencer par eux, ont aussi besoin de pouvoir en vivre. Et la liberté d'expression est aussi une liberté économique. Oh ben, vous allez me rendre service si vous ne posez pas de questions, mais nous avons encore 7 minutes que nous avons arrachées à prix d'or, donc non. Ah, je vois quelqu'un, quand même. Bonjour, Patrick Gomer. Tout à l'heure, j'ai vu les camemberts du rap, là. C'était pas très rock'n'roll, mais 4%. On a parlé de 8%, on a parlé de 4%. Alors moi, je voudrais savoir si c'est 4%. Parce que vous avez effectivement en même temps dit que vous aviez reçu 2 lettres du ministère de la Culture et du ministère des Affaires sociales, comme quoi comment dire, tout ça serait mis en place à partir du 1er janvier. Alors, c'est 4% d'après votre présentation ou non?
En l'occurrence, le ministère va y revenir, donc je pense que ce sera beaucoup plus simple d'avoir une réponse nettement mieux informée que celle que je pourrais vous faire. Voilà. Donc ce sera un des sujets de la dernière intervention. Une chose qui est sûre, c'est que le chiffre de 8% qui a suscité la mobilisation des auteurs au printemps dernier n'a pas été inventé par les auteurs. Même si les auteurs ont beaucoup d'imagination, ils n'auraient pas trouvé ça tout seuls. Ah oui. Alors une chose dont on n'a pas parlé éventuellement, puisque si personne n'a encore de questions, c'est que oui, ça va être long, mais... Ah, il y a une question ? Bon, je termine rapidement. Ça va être long, mais il va y avoir des rendez-vous en permanence, puisque à chaque fois qu'une étude scientifique va être terminée, on organisera un colloque ou une rencontre autour, et on va essayer de faire ça partout en France, pour que les auteurs un peu partout puissent au moins se rendre à un rendez-vous. On a déjà une proposition de la ville de Nantes, on nous a parlé de Paris, de plusieurs lieux, etc. Donc voilà, ça va être quand même très animé pendant beaucoup de temps, et ça va surtout permettre à tout le monde, au fur et à mesure, d'ingérer cette matière, parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de résultats, il va falloir digérer avant de discuter. Donc voilà, pendant un an et demi, en même temps que les cahiers de doléances seront faits, on aura tous ces rendez-vous qui viendront un peu partout en France, et j'espère que les gens seront plus nombreux qu'ici, comprendront que c'est pas qu'on fait le travail pour eux, mais qu'on fait le travail avec eux aussi, et que c'est pas tout seul dans notre coin qu'on va réinventer la planète, quoi. On avait une question encore. Merci. Donc une question de la part d'un libraire spécialisé bande dessinée, tout simplement, enfin, même si là pour le coup on n'est pas très bien représenté aujourd'hui, c'était donc pour savoir quelle sera la place des représentants, enfin de la question de la librairie spécialisée, également de la librairie générale et des grandes surfaces culturelles dans la réflexion sur la place de la librairie. Est-ce que ça va se concentrer uniquement sur la librairie spécialisée ou est-ce que ça va s'étendre à des choses aux autres librairies qui comportent une quantité quand même importante du chiffre des ventes? Ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'avoir un tableau aussi large et aussi précis que possible des lieux où la bande dessinée se vend. Les librairies spécialisées sont pour nous des partenaires directs. Beaucoup de librairies générales assurent une place importante à la librairie. Il y a les autres réseaux et je crois que l'idée est vraiment d'associer ses compétences et ses particularités, et on espère, on regrette là que le SLF n'ait pas pu envoyer de représentants, mais on espère que ce n'est que partie remise et qu'on aura un dialogue vraiment créatif, parce qu'il y a beaucoup de relations directes qui s'établissent, bien sûr, entre éditeurs et libraires, mais aussi entre auteurs et libraires, et on a vraiment besoin d'un dialogue là-dessus. Nos questions sont finalement assez voisines. Et on parlera bien sûr même des bibliothèques, etc. Enfin, vraiment, on vise à l'exhaustif, hein, donc... que tout le monde soit rassuré, on n'oubliera personne, surtout si les personnes se signalent comme vous. Encore des questions ? Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez envisagé d'étudier le phénomène de l'auto-édition, avec notamment les développements du financement participatif. On s'est posé les questions de l'auto-édition, même des pratiques amateurs. On en a déjà parlé. Il y a beaucoup d'auteurs amateurs. Hein. On parle facilement des musiciens amateurs. On n'en parle jamais de la bande dessinée des amateurs. Et c'est tout ce genre de choses qu'on doit évoquer. Alors l'auto-édition est bien au-dessus de l'amateur, mais vous voyez, on a déjà réfléchi tout ça. Malheureusement, quand on parle des axes thématiques, c'est des grandes enveloppes, mais elles sont très grandes. Donc on va essayer d'y glisser le maximum de choses et de vraiment parler de tout le monde, de voir tout le monde. Parce qu'un auteur amateur d'aujourd'hui, ça peut être la vedette de demain, et de la même manière que la vedette d'aujourd'hui peut être l'amateur de demain. Excusez-moi, je parlais des auto-éditeurs professionnels qui sont actuellement nos camarades qui dédicacent dans la bulle. J'avais bien compris. Je ne sais pas si le SEA est prêt à penser à ces gens-là, par exemple. Peut-être, se sent-il proche de certains. Quoi qu'il en soit, évidemment, vous savez, moi j'ai commencé dans les fanzines, hein, donc c'est un passé qui est le mien et qui est celui de beaucoup d'auteurs, et on n'est pas prêt de l'oublier parce que c'est fondamental. Une carrière d'artiste, c'est un long temps avec des passages par beaucoup de choses, et je pense qu'on verra ce que tout le monde soit là et représenté. Oui, bonjour. Moi, je suis simplement lectrice, mais une fidèle de la BD depuis beaucoup d'années. Et je voulais savoir comment vous allez vous y prendre pour nous intégrer dans ce débat. Voilà. Moi, je suis déjà présente ici. Hein, bon. Voilà, mais merci beaucoup. Il s'avère que
Il s'avère que la mobilisation autour de nos problèmes de caisse de retraite ont fait qu'il y a même eu des groupes de lecteurs qui se sont constitués sur Facebook avec des gens qui nous ont contactés en disant qu'ils voulaient écrire des quêtes de doléances, qu'ils allaient organiser ça, faire des forums, etc. Donc on va, je pense, s'en remettre à tous ces bonnes volontés, parce qu'il n'y a pas meilleure chose que ce soit des lecteurs qui s'organisent entre eux pour nous transmettre leurs impressions et leurs envies. Et on espère qu'on aura plusieurs groupes de lecteurs étendus qui nous donneront des avis très différents, parce qu'il y a autant de lecteurs qu'il y a d'auteurs et de livres. Eh ben, je pense nous allons pouvoir passer à notre morceau de choix. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord aux organisateurs de ces États généraux d'avoir donné une place et un temps de parole aux représentants du ministère de la Culture, qu'il s'agisse bien sûr du CNL ou des services. Vous avez vu que l'État s'était effondré tout à l'heure. La dernière fois que l'État s'est effondré à l'occasion d'États généraux, c'était au mois de janvier, mais en 1789. J'espère qu'il ne faut pas y voir un élément de mauvais augure. Je ne pense pas en tout cas, mais je peux d'ores et déjà dire que le ministère comme le CNL seront bien sûr partenaires et accompagneront cette démarche, autant en tout cas que les promoteurs de cette démarche le demanderont et le souhaiteront bien entendu. Je ne prononcerai pas de discours de clôture. Tout simplement parce qu'il y aura un discours à tonalité politique qui sera exprimé par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis un peu son représentant, en quelque sorte, devant vous. Et par ailleurs, elle sera présente dimanche prochain. Elle recevra un certain nombre d'auteurs et d'éditeurs pour parler des résultats de ces États généraux. Donc je me contenterai de façon beaucoup plus modeste et bien d'intervenir là où on m'attend d'une certaine manière, puisque tout a commencé par le rap et par la sécurité sociale. Eh bien, terminons ces États généraux sur ce sujet, ô combien difficile et ô combien périlleux pour le morceau de choix que je suis aujourd'hui devant vous. Je me suis exprimé déjà de façon assez directe, je l'espère en tout cas, et assez explicite lors du forum de la SGDL il y a quelques mois, c'était en octobre dernier. Depuis lors, bien entendu, nous avons discuté, nous avons eu un certain nombre de réunions d'ailleurs avec, au demeurant, les organisateurs des États généraux, mais nous avons également vu nos partenaires importants du ministère des Affaires sociales. Il y a eu une réunion de cabinet au mois de janvier dernier, au mois de janvier, puisque nous sommes encore en janvier, il y a quelques jours, et les cabinets ont réussi à s'entendre, ça n'a pas été très difficile d'ailleurs, sur, d'une part, le contenu de cette réforme, parce que finalement, avec l'arrivée de notre ministre Fleur Pellerin, je vous l'avais dit, les choses ont été gelées du point de vue de la retraite de base, non pas du côté de la retraite complémentaire, je viendrai dans un instant, mais pour la retraite de base, les choses étaient gelées, il fallait donner le temps à la concertation. Et comme les choses étaient gelées, bien, il fallait qu'on rediscute entre cabinets pour savoir qu'est-ce qu'on faisait finalement de cette réforme qui avait été lancée par un rapport qui date d'il y a pratiquement 2 ans maintenant, d'une certaine manière. Donc nous avons déterminé les points que nous soumettrons à la concertation et à la discussion, et nous avons déterminé une méthode, et nous avons déterminé un calendrier. Donc c'est ces éléments-là que je vais me permettre de diffuser devant vous, et avec l'autorisation des cabinets concernés. Donc vous pouvez vraiment croire tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Je distinguerai bien entendu ce qui concerne le rap, je crois qu'en méthodologie c'est bon, et ce qui retrouve, enfin, qui a trait à la réforme de la retraite de base. Tout d'abord parce que le discours et la volonté de nos cabinets et des autorités politiques est différente sur les deux sujets. Les deux cabinets continuent à dire aujourd'hui que la réforme du rap, en tout cas pour ce qui nous concerne, devra se faire et qu'elle devra rentrer en vigueur au 1er janvier 2016. S'ouvre aujourd'hui une période dans laquelle vous êtes amenés, avec les autorités gestionnaires de la Caisse, à discuter des modalités d'entrée en vigueur et des modalités de cette réforme. Donc M. Buxin a parlé d'une lettre, je ne sais pas si c'est celle que j'ai en tête, mais en tout cas, il est clair que les ministres enverront une seconde lettre à M. Buxin pour dire que la concertation doit absolument s'ouvrir et qu'elle n'a que trop tardé. Donc nous espérons et nous souhaitons vivement qu'à partir de la réception de cette lettre,
des réunions de concertation s'ouvrent. Nous espérons évidemment qu'elles soient fructueuses et que nous puissions arriver et aboutir. Si ça n'est pas le cas, il est indiqué très clairement par nos cabinets que l'administration essaiera, en tout cas, de jouer un rôle de médiation sur ces dossiers. Cela étant, notre position aujourd'hui est que, pour la retraite complémentaire, la parole est d'abord à vous, et que les essais de transformation de cette réforme, puisque vous estimez qu'elle n'est pas bien calée pour l'instant, relèvent de votre propre initiative. Encore une fois, nous serons à votre disposition si nous voyons qu'il y a des blocages trop importants, mais nous espérons que cette concertation qui va s'engager sera fructueuse et que nous pourrons avancer. Pour ce qui relève de la retraite de base, nous avons déterminé encore une fois les points de discussion. Ils sont importants. Ils ne sont pas importants seulement pour les auteurs du livre. Vous avez invité Nathalie Heinisch dans votre conseil scientifique. La réforme en question porte sur l'ensemble des populations et des acteurs de la création. Encore une fois, qu'il s'agisse des créateurs plastiques, qu'il s'agisse des auteurs de l'écrit, qu'il s'agisse des auteurs de bande dessinée, également des professions issues du journalisme ou de l'audiovisuel, toutes ces professions qui sont gérées en matière sociale par la Maison des artistes et les AGESA. Il y a donc des problématiques qui sont spécifiques à ces populations qui ne sont pas auteurs de l'écrit. En particulier, un certain nombre de mes collègues du ministère ont souhaité faire entrer les designers à l'intérieur du régime, et c'est un point de discussion important avec les ministères sociaux. Mais il y a des points qui relèvent ou qui intéressent particulièrement et qui sont décisifs pour les auteurs de l'écrit, pour les illustrateurs, pour les auteurs de bande dessinée. J'en cite quelques-uns, deux principaux. La distinction, la fin de la distinction entre affiliés et assujettis à l'intérieur de ce régime. Deuxième point, l'appel général, M. Buxin en a parlé tout à l'heure, et a signalé nos insuffisances, c'est sans doute vrai, l'appel général, cette fois-ci, des cotisations retraite pour tous les créateurs, qu'il s'agisse des affiliés, mais surtout qu'il s'agisse des assujettis. Voilà une réforme tout à fait importante en matière de protection sociale qui va avoir des conséquences sérieuses et qu'il faut étudier en matière de rémunération, enfin en tout cas de taxation sur les revenus des auteurs. Autre élément important, mais qui est peut-être secondaire, c'est celui de la gouvernance de vos instances de gestion, Maison des artistes et associations AGESA, qu'il faudra réformer, pour lesquelles des propositions sont faites en termes de réforme, à la fois de gouvernance, mais également d'efficience, de services rendus et de qualité de la gestion de vos droits. Donc ces trois éléments fondamentaux qui sont posés sur la réforme, ainsi que les éléments de calendrier que je vais détailler dans un instant, vont être adressés à l'ensemble des associations représentatives, aussi bien des artistes que des auteurs, par une lettre des deux ministres au tout début février. Vous saurez exactement quelle est la méthode proposée et il vous sera ensuite, vous serez invité à vous prononcer sur la méthode. Nous aurons une première phase de concertation sur cette méthode. Vous nous indiquerez si cette méthode vous va ou pas. Si cette méthode vous va, si nous avons quelques ajustements à faire, elle se passera en deux temps importants et distincts, mais qui sont tout à fait articulés autour de la fin du premier semestre 2015. Le premier temps sera plutôt un temps de l'administration, c'est-à-dire que le ministère de la Culture, les ministères sociaux, aussi bien l'AGESA et la Maison des artistes, travailleront précisément à objectiver quelles sont les mesures d'efficience sur la gestion du régime qui devront impérativement être engagées. Cela relève de l'administration dans un premier temps. Il s'agit effectivement d'études assez technocratiques, mais qui sont absolument indispensables si nous voulons ensuite porter dans un second temps, à partir sans doute du mois de septembre, une concertation sur le fond des éléments de la réforme dont je viens de vous parler. Donc nous aurons, nous, un premier temps, premier semestre, pour objectiver technocratiquement, en quelque sorte, sans voir d'aspect péjoratif dans ce terme, les éléments de gestion et de performance de la gestion. Pendant ce temps, nous espérons également aboutir sur le RAP. Et puis n'oubliez pas que nous travaillons pendant ce temps également sur la grande étude sur la rémunération des auteurs de l'écrit, dans laquelle sont également les auteurs de bande dessinée. Et ces résultats de cette étude devront arriver à la fin du premier semestre et devront nous permettre d'évaluer de façon très précise quels seront les impacts de la réforme sur les revenus des auteurs.
Dès le moment où nous aurons, d'une part, la feuille de route technique sur l'amélioration de la gestion, d'une part, l'objectivation de l'impact sur les revenus, nous pourrons vous réunir tous ensemble à partir du mois de septembre avec une feuille de route très précise et des propositions très précises qui seront discutées pendant le temps qu'il faudra pour aboutir ou pour ne pas aboutir sur les différents points. Nous verrons comment les choses se passeront. Je me permets d'indiquer encore une fois, peut-être en conclusion, que ce qui avait été dit par la ministre, je me permets de le redire, c'est-à-dire que ce calendrier se veut un calendrier relativement lent qui donnera le temps à la concertation. Je redis qu'il n'y aura pas de liaison fatale, absolue et nécessaire ou indispensable entre le temps de la concertation, nous prendrons le temps qu'il faudra, et la loi culture qui devait originellement porter ces éléments de réforme et qui devrait être discutée au Parlement à la fin du premier semestre. Nous avons donc du temps pour parler, pour discuter, et nous ferons les choses au rythme qui sera également le vôtre. Voilà. Vous avez une maîtrise de l'horloge remarquable. Pour finir, on a quelques informations pratiques, toutes bêtes. Le site web, ça va être quand même le point où on va mettre tout ce qu'on peut en permanence, le plus vite possible, et pendant tout ce temps. Donc, allez le voir souvent, abonnez-vous s'il y a des moyens de le faire. Voilà. Une autre information pratique pour les journalistes, on a un point presse maintenant au foyer du théâtre. Tous nos partenaires vont y aller, pourront vous répondre individuellement si vous avez des questions très précises. On n'a pas tenu à faire une grande conférence de presse, on a été assez nombreux là sur scène. Maintenant, on va passer, si vous voulez avoir des contacts directs, n'hésitez pas. Donc, je tiens à remercier en tout cas vraiment tous nos partenaires d'être venus, d'avoir consacré ce temps, même si les temps de parole étaient courts, d'être venus jusqu'à nous. Ça montre toute l'importance qu'ils accordent à faire du bien à la bande dessinée, parce c'est vraiment notre but. Et puis, on va remercier aussi le festival, parce qu'ils ont mis cette salle, ils ont mis les moyens de vidéo, puisqu'on a tous les auditeurs en streaming qui nous ont suivis grâce à ça. Ils nous ont beaucoup aidés, et franchement, sans eux, on n'aurait jamais pu envisager une belle session comme celle-là, donc merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir bientôt pour la prochaine étape. Merci à tous.